Ok. T'as fini de bouffer? Ouais, petite pause. Mais j'ai pas fini de boire. C'est énorme. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule. J'ai l'impression que c'est très fort là-bas. Ouais, j'ai l'impression que c'est très fort. Aujourd'hui, on va parler de mon tout dernier projet qui sera sans doute sorti au moment où vous écouterez cette vidéo, mais pour nous, le jeu n'est pas encore sorti, il est encore en playtest. Et donc, du coup, on s'est permis ce soir avec Valentin, salut, Salut. et Johan, Hello. de faire un petit playtest de Donjons et Dominos, et pas n'importe quel playtest, puisqu'aujourd'hui, on a playtesté un scénario écrit par Johan, à savoir que Donjons et Dominos, mais on va vous en parler, on va vous décrire le jeu. Donjons et Dominos est livré avec 10 premiers scénarios, 10 premiers donjons finalement, 11 parce qu'il y a le niveau 0, 11 premiers donjons, et donc le jeu invite naturellement les gens à inventer leurs propres règles, éventuellement à écrire leur propre scénario, et c'est ce que tu as fait ce soir pour nous faire découvrir Exactement. ton propre scénar. Donc ça, c'est super. Qu'est-ce que je voulais dire ? Bah oui, d'abord, je voudrais vous passer la parole pour présenter Donjons et Dominos. Qui veut s'y coller ? Toi, tu dis c'est un dungeon crawler sur table. Exactement. Vraiment, on va avoir le donjon qui va se découvrir au fur et à mesure de l'avancée et de la progression des joueurs. Et sa grande force, c'est si vous avez déjà fait du roguelike ou du dungeon crawling sur PC, donc surtout du roguelike, vous connaissez la composante aléatoire de ces donjons-là. Et Ouais. on retrouve exactement cette composante-là dans Donjons et Dominos. On va vraiment avoir le donjon qui va se dessiner, qui va prendre des formes vraiment très particulières. On a rarement deux donjons similaires. Et au-delà de l'aspect relativement, on va dire, qui pourrait sembler peu développé pour l'extension du donjon. Donc on va avoir des couloirs qui vont partir en ligne droite, d'autres qui vont partir sur le côté. On pourrait se dire les possibilités sont assez faibles. Et au final, on a des donjons à la topographie vraiment très différente d'une Très partie à varié. l'autre. Ouais. Il y a 15 cartes d'exploration en fait qui vont créer la procédure de création du donjon. On va dire ça comme ça, quoi. On pioche une carte et puis la carte nous dit ça va tout droit. Ou alors elle nous dit ça tourne à gauche. Ou alors elle nous dit il y a une bifurcation. Ça va tout droit, ça va à gauche. Et on pose les dominos en fonction de la carte qu'on a tirée. Et il y a 15 cartes comme ça qui vont nous dire comment. Sauf que comme ces cartes sont mélangées, eh bien, la manière dont le donjon se dévoile, eh ben, il est complètement aléatoire et procédural. Pour le coup, c'est une procédure de création du donjon. Donc, on sait exactement comme dans les dungeon crawling et typiquement dans Diablo 1. Ah, C'est mais exactement. Dans Diablo 1, quand on descend, on ne sait pas sur quel donjon on va tomber et il est sous un brouillard de guerre. Et en fait, c'est en l'explorant qu'il se... Voilà, et exactement dans les mêmes mécaniques que dans un dungeon crawling traditionnel, moins d'un roguelike. Ouais. On va retrouver des éléments, on va dire, récurrents, notamment des salles. On va retrouver plus ou moins les mêmes topographies de salles, donc 3 salles différentes. La petite salle qui est composée de 2 dominos, la grande salle de 3 dominos et l'immense salle qui est composée de 6 dominos et d'un coffre au milieu. Ouais. Donc, c'est vraiment 3 salles. Et en fait, dans ces 3 salles, il va y avoir des événements et c'est ça qu'on appelle un scénario en fait. Et après, ça se passe un peu comme dans un livre dont vous êtes le héros. Alors, je tiens quand même à... Ah, vas-y. Non, c'était juste pour rajouter aussi avec l'aspect des cartes. Ça m'a fait beaucoup penser au jeu Munchkin aussi, du coup. Ah oui, avec l'échange des objets, les équipements. Alors effectivement, les trésors des personnages... Donc on joue 4 personnages. On peut peut-être commencer par là. Dire qu'on joue 4 personnages dans Donjons et Dominos. Un voleur ou une voleuse, première classe de personnage. Deuxième personnage, un guerrier ou une guerrière. Troisième personnage, un magicien ou une magicienne. Quatrième personnage, un prêtre ou une prêtresse. Les genres des personnages sont
à la discrétion du joueur qui les incarne. On n'est d'ailleurs pas forcé de jouer à 4 joueurs. On peut tout à fait envisager que 2 joueurs jouent chacun 2 personnages. Là, ce soir, par exemple, on a joué à 3. Chacun d'entre nous avait l'autorité sur un personnage. Toi, Johan, t'avais pris la prêtresse. Toi, Valentin, Le t'avais... guerrier. Et moi, le voleur. Et le magicien, la magicienne, on la jouait à son tour, collégialement. Tiens, tu veux la jouer ce tour-ci ? Vas-y, joue-la. Et puis voilà. Et il y a un dernier élément, c'est les méchants, qui jouent après le tour de la prêtresse. Parce qu'on joue toujours dans le même tour. Il y a d'abord le voleur, puis le guerrier, puis le magicien, puis le prêtre, puis ensuite il y a le tour des méchants. Et là, en fonction du niveau où on est, les méchants vont être plus ou moins prolixes, plus ou moins nombreux, plus ou moins agressifs, etc., etc. Donc là-dessus, on va pas en parler pour l'instant, mais voilà. Donc déjà, on joue 4 personnages qui explorent des donjons qui sont incarnés, matérialisés par des dominos sur lesquels vont popper des ennemis. Et on va abattre les ennemis. Quand on abat un ennemi, on peut lancer un dé pour looter cet ennemi. Si on fait 6, on a le droit de piocher une carte trésor. C'est là que tu disais... C'est ça aussi dans Munchkin, alors ? Non, c'est l'idée de l'ouverture des donjons. Donc tu pioches la carte qui va te... Donc en général, tu tombes sur une malédiction ou sur un monstre. Voilà, et tu peux l'affronter. Et tu peux affronter le monstre, c'est le but du jeu dans le Munchkin. C'est affronter des monstres pour gagner en niveau. Et quand t'es niveau 10, t'as gagné. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis tu as l'aspect, du coup, une fois que tu bats un monstre, tu pioches des trésors. Donc c'est là où tu as les équipements. C'est quand tu le bats toujours. Les trésors, de mémoire, j'y ai joué là, il y a pas longtemps. C'est ça, tu bats un monstre, il t'indique par exemple en fonction du niveau, tu pioches 2 trésors. D'accord. T'as pas le lancer de dés, là par contre quand tu bats le monstre, tu pioches. Ouais, c'est là. Là, c'est ça la différence, c'est que par contre là, quand on attaque un monstre et qu'on le bat, enfin quand on bat un monstre, parce que techniquement on n'a pas besoin de lancer de dés pour attaquer. On attaque un monstre, il est vaincu, pof, on lance un dé et on a une chance de looter. Sur un 6, on pioche une carte trésor. Et voilà. Et sur un autre chiffre, on n'en pioche pas. Il y a une classe de personnage. Le voleur. Qui est exceptionnelle à ce niveau-là. Qui permet de looter sur un 5 ou un 6. Effectivement. Donc chaque classe a ses petites particularités comme ça. Le guerrier, qu'est-ce qu'il fait ? Il peut attaquer les cases adjacentes. Voilà, alors que les autres, eux, ils ne peuvent attaquer que les cases sur lesquelles ils se trouvent. La magicienne est la seule à pouvoir utiliser parchemin. Tout ce qui va être parchemin. Donc il y a il y a combien de trésors, je sais plus. Combien de trésors en tout ? 12, c'est sûr. Parce que sur 12, alors il y a 12 trésors à choper, sur les 12, il y a 6 potions. Donc on a une chance sur 2 de piocher une potion quoi qu'il arrive. Et après il y a 3 parchemins, une chance sur 4 de piocher un parchemin et après il y a les équipements permanents, pareil 3. Donc en fait, ce qu'il faut dire c'est que le magicien est le seul à pouvoir utiliser les parchemins. Il y a un parchemin qui peut être utilisé par la prêtresse, c'est le parchemin de soin. Et la prêtresse, qu'est-ce qu'elle fait à part ça ? C'est le seul personnage autorisé à soigner une personne adjacente à elle. Donc elle est la seule à pouvoir donner une potion, si elle en possède. Et également la seule à pouvoir utiliser un sort de résurrection sur une tierce personne. Ouais. Donc ça, c'est intéressant parce que les potions, en fait, ne peuvent être utilisées que par leur porteur ou leur porteuse en général. La prêtresse ou le prêtre est le seul à pouvoir utiliser une potion sur une tierce personne, effectivement. Et donc, potentiellement, à pouvoir faire revenir un personnage mi-KO, voilà. Et les personnages, après, ont 3 caractéristiques. Qui veut les expliquer ? Écoute, il y a le mouvement, très, très important. Qu'est-ce qui permet de faire le mouvement ? Le mouvement, alors tu te déplaces au début d'une case. Et puis T'as un en mouvement, c'est une case. Un mouvement, ouais, c'est ça. Et puis au fur et à mesure des niveaux, donc tu en gagnes. Ensuite, tu as l'attaque. Ouais. Qui également, au choix, à chaque montée de niveau, tu peux soit monter le mouvement ou l'attaque. Et l'attaque, donc ça correspond à quand tu es sur la case d'un monstre ou pour le guerrier sur les cases adjacentes à un monstre. Eh bien, tu peux en battre un, puis si tu as 2 en attaque, tu peux en battre 2. Voilà. Plus tu as d'attaque, en fait, et plus tu peux tuer de monstres pendant ton tour, en fait. Si tu as 1 en attaque, 1 monstre, si tu as 2. En quelque sorte, ça au niveau de chaîne de combo. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et la dernière caractéristique, le dernier point, c'est les points de vie. Les points de vie, tout simplement. Exactement.
chaque personnage commence le niveau 0 avec 2 points de vie, puis après ça va augmenter, on va en avoir... et chacune de ces caractéristiques est limitée à 6. On peut pas avoir plus de 6 points de vie, on peut pas avoir plus de 6 en attaque, on peut pas avoir plus de 6 en mouvement. Donc on va devoir choisir à chaque niveau une augmentation, etc. Donc on a un aspect avec des personnages qui augmentent leur points d'expérience, leur niveau. Tous les personnages augmentent les niveaux en même temps. Dès qu'on finit un niveau, hop, on change de niveau. Et on change de niveau, c'est-à-dire qu'on change de stage et en même temps on change de niveau de personnage. Et donc on augmente une de nos caracs et donc on est prêt à confronter des ennemis de niveau 2, puis de niveau 3, puis de niveau 4. Et pendant le tour des ennemis, en fonction des niveaux, ils font des trucs différents. Et à cela s'ajoute une dimension narrative qui est que, comme on l'a expliqué tout à l'heure, chaque fois qu'il y a une pièce, une grande salle, une petite salle, une immense salle, il y a des petites histoires qui vont être trigger, déclenchées en fait, et qu'on va aller lire dans la partie scénario. Et parfois, il y a des énigmes dans certaines salles à résoudre. Parfois, ça fait apparaître des ennemis, etc., etc. Il y a plein de petits événements comme ça qui vont se dérouler. Et évidemment, chaque personne qui lit la base est capable de créer son propre scénario. Une fois qu'il a vu les scénarios de la base, il dit « Ok, je vois la structure d'un scénario en général, donc je peux créer mes propres scénarios et roule ma poule. » Et voilà, pour la description du jeu, très rapide. J'ai oublié quelque chose ? Je crois pas. Hein. Non. Non, pour moi, tout est bon. On peut parler d'une dimension du jeu qui pour moi est très 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 importante. C'est que là, on vous a parlé de cartes à jouer qu'on va piocher, qui vont permettre de générer aléatoirement le donjon. On vous a parlé de jets de dés qui vont permettre de looter des objets. Et là, on peut très vite se dire, ça va être comme un Monopoly, on lance des jets de dés et le jeu va jouer tout seul. Il y a quand même une composante très très importante, c'est que, comme tu le disais Romaric, il n'y a pas de jet de dés pour les combats. Et ça peut paraître un simple détail, mais ça permet de contrecarrer vraiment toute la partie aléatoire. Ça permet d'atténuer la partie aléatoire et d'augmenter la partie stratégie. Très rapidement, et c'est vraiment pour ça que je faisais la comparaison avec les roguelikes, donc pour ceux qui sont habitués aux roguelikes sur console ou sur PC, on gagne des niveaux de manière, on va dire, dégétique dans le jeu, où voilà, ça va être numérisé, etc. Mais on va aussi apprendre les règles du jeu. Ce que j'entends par les règles du jeu, la couleur, la façon dont le jeu va se comporter. Et Donjons et Dominos, ça va être pareil. Au début, on se dit, la manière dont on place les dominos, on s'en fout. La manière dont le donjon est généré, moi, c'était une première remarque que je m'étais faite. C'est pas vrai que le donjon part en ligne droite ou suive des courbes. Bon, on s'en fout. De toute façon, on va assez peu revenir en arrière, etc. Et puis, très vite, on va se rendre compte que... Pas forcément. On va se rendre compte qu'il y a des mécaniques qu'on n'a pas forcément vues. On va se rendre compte qu'il y a des éléments qu'on n'a pas forcément trop touché du doigt au début et qui, très vite, au fur et à mesure des scénarios ou au fur et à mesure des nouvelles tentatives, parce que dans les premières parties, on meurt beaucoup. Beaucoup, ouais. On va plus faire les mêmes erreurs. On va vraiment avoir l'impression de progresser. Même il y a du skill, en fait. Voilà. Il y a du skill de joueur. Alors ça... Donc, rapidement pour Valentin, parce que Valentin n'a fait que les 3 premiers scénarios, il y a un truc, c'est qu'à chaque niveau, il se passe quelque chose de plus pour les méchants. Techniquement, une campagne, les méchants, ils font un truc au premier niveau. Puis au deuxième niveau, ils font ce truc qu'ils faisaient au premier niveau, mais en plus, ils en font un autre. Ah oui, toujours plus. Au troisième niveau, ils font tout ce qu'ils faisaient au niveau précédent, puis en plus, il y a une nouvelle petite règle, un nouveau petit trick. Et puis comme ça, etc. Et donc ce qui fait qu'au niveau 10, tu te tapes une dizaine de règles du tour des ennemis, mais que tu as apprises, puisque ça fait des années et des années, entre guillemets, enfin des niveaux et des niveaux que tu te tapes avec ces règles-là. Donc en fait, tu progresses. Et il y a des règles qui bouleversent complètement la table. Ah oui, d'accord. Donc il y a des trucs... Par exemple, au début, tu vois, moi je dis un truc, je dis n'importe quoi, mais par exemple, il y a un moment donné, les ennemis, ils pop, puis ils attaquent toutes les cases qui sont 6, 5 et 4, par exemple, autour d'eux. Donc si, par exemple, un ennemi pop à un endroit, on regarde toutes les cases 6, 5, 4. Parce que je vous rappelle qu'on joue sur des dominos. Il faut peut-être expliquer pour les gens qui nous écoutent. On joue sur des dominos. Or, les dominos ont cette propriété d'avoir sur eux des faces de D6 dessinées dessus. Et c'est ça, en fait, tout le truc. C'est qu'on lance des D6 qui ont la tronche des dominos, en fait. Et ça va coder le jeu.
C'est-à-dire, par exemple, si on lance... il y a un mécanisme de base dans le tour des méchants, c'est on lance le DM. Un petit clin d'œil au Dungeon Master, puisqu'on est dans Donjons et Dominos D&D. C'est, en fait, le DM, c'est quoi ? C'est un dé des méchants. On lance le D6. En fonction de la case qui apparaît sur le dé, par exemple, on fait 6, et ben, il y a un ennemi qui pop sur chaque case 6. Et ça, c'est la base du game design du jeu. Et si, par malheur, on a le personnage qui se trouve sur la case 6, comme il y a un ennemi qui pop dans nos fesses, on prend une blessure. Ça, c'est la base du truc. Ouais. Mais en fait, ça, c'est la première règle. Mais après, autour d'eux, on va te dire, oui, alors, ok, les ennemis pop, puis ils frappent sur les cases adjacentes, 4, 5, 6 et cases blanches, par exemple. Ouais, Donc, du coup, tu as appris au niveau précédent que la case blanche, c'était une case sécurisée, parce que, quoi que tu fasses, le D6, il fera pas 0. Donc tu te dis, bah ça va, tant que je suis sur case blanche, je suis sécure. Sauf qu'au tour d'après, on te dit, ah ouais, mais non, en fait, tu vas te faire taper sur ces cases-là. Et c'est que ça. Et en fait, le jeu, ça va être que ça. Pendant tous les niveaux, chaque niveau, en fait, est un autre puzzle. Un autre petit puzzle à résoudre. Et donc, il y a du skill. Parce qu'au fur et à mesure, tu acquiers des réflexes, mais peut-être que le niveau d'après, il va t'obliger à en acquérir d'autres, puis encore d'autres, Et etc. ça aussi, comme je le disais tout à l'heure, cet avantage, Johan. du coup, de faire un jeu de placement. Ça, c'est très, très important C'est un jeu de dans placement. les mécaniques. Où, du coup, c'est pas juste on lance un dé et voilà, ça va taper bêtement. Là, on va réfléchir à la manière dont on place les dominoes, dont on va se positionner les uns à côté des autres. Est-ce qu'on va privilégier le risque de tous se prendre des blessures si on est tous sur une case 6? On a eu des gros débats là. Ah ouais, des débats vraiment enflammés. Ou alors, est-ce qu'on va répartir les 4 personnages sur les cases 1, 2, 3, 4 ? Donc, du coup, on a plus de chances de se faire taper, mais il n'y aura qu'un seul personnage qui sera tapé. Tu vois la Mais différence ? en rajoutant des règles Ouais, bien supplémentaires, sûr. il y aura des cases où on va se prendre plus de blessures que d'autres, et très Etc. rapidement, on en vient à se faire des nœuds au cerveau en se disant oui, mais si je me place là, ça ne va pas le faire. Est-ce que ça vaut pas mieux de rester là ou autre ? Ce puzzle, il est génial, on peut déjà le poser aux auditeurs. Imaginons par exemple que vous puissiez vous placer sur les cases des dominos. Des 6, des 5, des 4, des 3, etc. Vous savez qu'on va lancer le DM. Donc vous savez que le DM, il va afficher un score. 5, 6, 4, etc. Est-ce qu'il vaut mieux placer les 4 personnages sur une case 6, quitte à risquer que le dé fasse 6 et que tout le monde se prenne une blessure, que chaque personnage se prenne une blessure, ou est-ce qu'il vaut mieux répartir les personnages, un sur case 1, l'autre sur case 3, un sur case 4, un sur case 5 par exemple, et donc du coup être sûr que par contre, il y a plus de chances qu'une personne se prenne une blessure, mais c'est pas toute la team qui va se prendre. Tiens, c'est des questions comme ça. Et en fait, le nœud, quoi. Oh non, mais on a des débats de ouf avec Johan sur ces sujets-là. Par exemple, Johan, au début, était plus enclin à positionner tous ses personnages sur les mêmes numéros, en se disant comme ça, j'ai qu'une seule chance sur 6 de me faire ramasser. Et t'en es un peu revenu, je crois. Hein. Ça dépend des situations, mais effectivement, il y a des moments où, après ça, avec nos chances au dé, ça ne se passe jamais bien. Mais c'est... En fait, le truc, c'est que quand on pioche une carte d'exploration, on nous dit ça va tout droit. Donc, faut poser un domino en face du personnage. Mais on nous dit pas dans quel sens poser le domino. Alors, évidemment, si c'est 4 et 4, par exemple, si c'est un double 4, bah, qu'on le pose dans un sens ou dans un autre, ça change rien. Mais si c'est une case blanche et une case 3, est-ce qu'il vaut mieux poser la case 3 devant soi et la case blanche au fond du couloir ? Ou est-ce qu'il vaut mieux mettre le 3 au fond du couloir et la case blanche devant soi ? Et en fait, en fonction des niveaux et des puzzles et de ce que font les ennemis, et la de réponse à cette question de est nos différente. personnages. Et la santé de ton personnage, absolument. Ouais. J'aime bien le ouais. on sent que vous avez expérimenté. Ah non, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. À haut niveau, quand tu arrives au niveau... Parce que toi, tu as fait que des donjons où les ennemis, ils lancent un DM. Ouais. Mais à haut niveau, ils peuvent lancer jusqu'à 3 fois le dé des méchants pendant leur tour. Ah oui, d'accord. Juste pour te dire. Et même plus. Même plus. Je te dis pas. Il y a un niveau qui est gueudin où ça lance beaucoup plus de DM que ça. Ah oui, d'accord. Et c'est justement le trip du niveau. Mais tu vois, tu as plein de niveaux différents et en fonction des niveaux, tu as un puzzle différent. Voilà, donc là, je pense qu'on a bien présenté le jeu. Je sais pas si il reste d'autres choses. Je dirais, voilà, dungeon crawler, roguelike sur table. Peut-être un point à éclaircir Yo. pour le combat des joueurs, parce que là, on a beaucoup parlé de comment les monstres tapaient. Ouais. Donc, effectivement, tu as précisé qu'il n'y avait pas de lancer de dés pour les dégâts faits par les joueurs. En fait, très simplement,
hormis exception pour le guerrier, mais ça, on reviendra peut-être un peu dessus plus tard. Dès le moment où on se déplace, dès le moment où on est sur une case où il y a un monstre qui apparaît sur nous, ou dès le moment où on se déplace sur une case où il y a un monstre, On prend si on a encore suffisamment d'attaque, on inflige au monstre un de dégâts, le monstre est mort. Il n'y a Ouais. pas de lancer de dés. Il y a un ennemi qui est apparu devant moi au dernier DM. Dans ce cas-là, pendant le tour de mon personnage, je peux tuer le monstre. Si je n'ai pas, s'il me reste encore un score d'attaque, si je peux me déplacer sur une case où il y a un monstre qui n'est pas occupé par un autre joueur, je le tue automatiquement. C'est aussi simple que ça. Ça peut paraître simple, on peut se dire oui, mais là il n'y a pas le côté combat épique contre des monstres. Ouais, mais ça permet de contrecarrer toute la partie aléatoire des combats et ça permet d'avoir une stabilité qui est quand même très 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 impressionnante au jeu. Valentin. Et puis il y a un point aussi, c'est le Minotaur. Ah oui, on n'a pas présenté le Minotaur. Quand même, au Quand final, même, quand ça, même, c'est l'aspect quand même le plus terrifiant du jeu. C'est vrai. En fait, alors tu veux le présenter, Valentin? Qu'est-ce que c'est le Minotaur? C'est un personnage indestructible. C'est ça, indestructible, qui se déplace qui arrive par l'entrée du donjon, qui se déplace 3 cases par tour, qui pétrifie les personnages sur un couloir. Donc, Il a la vue de la reine aux échecs. Oui, voilà, c'est ça. La vue de la reine aux échecs. Ça, je sais que ça te parle parce que t'es un bon joueur d'échecs, toi. Bon, enfin, je joue depuis le confinement. Tu joues bien. Tu joues bien. Et d'où l'aspect important aussi des longs couloirs. Donc, des fois, quand on commence, ça fait peur, comme le niveau 2, où on a eu une longue. Ouais. Et là, tu te dis, si le Minotaur pop au bout du couloir. Moi, le Minotaur, j'ai tendance à le comparer au boucher dans Silent Hill. C'est un personnage indestructible qui apparaît au bout d'un couloir. Tu le vois au bout du couloir. La vue du personnage te tétanise. Tu sais pas ce qu'il fait là. Tu sais pas pourquoi, mais il tue tout le monde. En plus, il tue tout le monde. Tu vois, il tue les ennemis, il tue les alliés, il tue les gentils, il tue les méchants, il tue tout le monde. Le Minotaur. J'avais il apparaît- l'image Dark Vador dans Rogue One aussi. Oui, t'as pris cette image-là aussi. C'est vrai. En plus, on avait un pion noir qui était parfait pour Ah ça. bah ouais, il a la c'est pour tête ça de aussi, Dark ouais. Vador avec sa grande cape noire là. Et donc effectivement, c'est vrai que ça fait penser à ça. Ouais. Il apparaît au bout du couloir et tu sais que t'es mort, quoi, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a aucun. Et quand il te regarde, tu es figé, donc tu peux plus te déplacer. Donc tu as tendance à vouloir échapper au regard de la méduse ou au regard du Minotaur. Ça, c'est un aspect assez intéressant. Tu peux plus te déplacer, mais tu peux quand même faire quelques trucs. Le Minotaur ne voit pas à travers le mur, il ne voit pas à travers les autres personnages. Donc s'il y a un personnage devant lui, tu peux passer derrière l'autre perso discretos, personne ne va rien vu. Et le Minotaur prend pour cible ceux qu'il voit. Donc dès qu'il t'a vu, il avance vers toi. Et quand il arrive sur ta case, il t'inflige la totalité de tes blessures. Donc il te tue immédiatement. Donc en plus, c'est un espèce... Moi, il me fait penser au Terminator, en fait, aussi. Il y a un côté Terminator qui avance et qui va tout détruire. Ouais, c'est ça. Alors, t'as pensé quoi du jeu, toi, Valentin? En vrac, tes retours En comme vrac, ça. alors très facile à prendre en main. Franchement, moi qui ai d'habitude beaucoup de mal à me mettre dans un jeu sur l'aspect Règles. règles, c'est ça. Je suis souvent à subir un peu les parties avant que je prenne un bon jeu en main. Bah, celui-là, au final, dès le niveau 0, à partir du 1, c'était sans problème, quoi. Après, il y a peut-être l'aspect effectivement stratégique. Vous aviez l'habitude, moi, je découvrais. Si j'avais été un peu plus, entre guillemets, maître de la partie, j'aurais fait toutes les erreurs que vous avez dû faire au début. Mais vrai qu'on a. on comprend vite, on voit vite les petites tactiques, les petites stratégies. Et donc, c'est... non, pour même quelqu'un qui est pas du tout un joueur confirmé en jeu de rôle ou même jeu général, il est très facile à en prendre en main sans problème, quoi. Tu dirais que c'est un jeu de rôle, Donjons et Dominos? Dans l'idée du scénar qu'on prépare, ouais, sans problème, ouais, je dirais jeu de rôle, ouais. Est-ce que ça se rapprocherait peut-être plus d'un jeu d'aventure ou... Et encore même pas, non, un jeu de rôle. Ah, ok. Moi, je rapprocherais plutôt ça du livre dont vous êtes le héros, quand même. Ah oui, t'as fait référence à ça. Après, c'est un... Ouais, j'ai dû en faire un ou deux, mais il y a très très longtemps. En fait, j'ai peur qu'en disant raison, jeu de rôle, les gens s'imaginent plus de fiction qu'il n'y en a quand même, tu vois. Les jeux de Ah oui, rôle, ouais. les gens maintenant, les jeux de rôle, c'est un peu, tu vois, ça commence Vampire la Mascarade, tous ces trucs-là, tu vois. Il y a pas beaucoup de plateaux, c'est beaucoup de l'abstrait, on imagine beaucoup de choses. Là, ça reste un jeu de plateau avec de la fiction, quoi.
Ouais, Mais- je me fais peut-être avoir sur l'aspect-là. Et puis en plus, sais pas. Donjon et Domino, tout de suite, j'ai fait référence à Donjon et Dragon. Ah, donc, mais c'est vrai. Mais, ouais. mais Donjons et Dragons, au début, quand il sort, évidemment, il est estampillé role-playing game. Mais aujourd'hui, est-ce que si un Donjons et Dragons sortait, les gens diraient, tu vois, à l'époque de Vampire, Excel 2021. je sais pas, tu vois. C'est- Oui. Mais est-ce que les gens se diraient, ouais, c'est un donjon, c'est un jeu de rôle, tu vois, ça se pose comme question. Mais là, en ce qui me concerne, le côté jeu de rôle, je le vois pas vraiment. Je mettrais plus ça en côté jeu d'aventure, effectivement, comme tu disais, livre dont vous êtes le héros, parce que là, le contenu fictionnel, en fait, les joueurs ne se l'accaparent pas, en fait. Et oui, On a Ouais. on a le scénario qui nous décrit l'environnement, qui nous met la couleur du donjon qu'on est en train d'arpenter, qui nous explique quand on rentre dans les salles. Donc ça, c'est aussi important de le préciser. Les descriptions ne se font que lorsque l'on rentre dans les salles. Donc on a une description déjà dans l'étage qu'on est en train de visiter, mais là où ça va avancer la description du donjon, ça va être dans les différentes salles. Donc les 3 salles qu'on avait déjà décrites, la petite, la grande et l'immense. bien sûr. Et c'est là où vraiment on va avoir un contenu fictionnel qui va se rajouter. Donc certes déjà préétabli, mais on va très peu interagir avec. Ça va être uniquement sous forme d'énigmes ou... Mais je trouve ça sympa que Valentin le définisse comme un jeu de rôle par défaut. Parce que je connais aussi l'histoire de Valentin, puis si vous connaissez bien la cellule, vous avez entendu le podcast Découvrir le jeu de rôle en 2020 où Valentin nous confie comment il a découvert le jeu de rôle. Et je trouve ça très intéressant que d'entrée de jeu, tu te sois posé la question. Tu nous as dit, c'est pas tout à fait ce que tu as dit. Tu as dit, est-ce que c'est pas un bon jeu pour mener au jeu de rôle? C'est comme ça. Ouais, un petit c'est peu. ça. Alors ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire créer son propre scénario pour le maître du jeu. Pour Quelqu'un apprendre qui à. veut, Voilà, créer son propre univers. c'est ça. Et du coup, pour toi, qu'est-ce qui manquerait pour pouvoir justement le labelliser jeu de rôle avec ton regard à toi? Avec ce que vous dites, effectivement, au final, le jeu il est fermé, donc on peut pas vraiment décrire. Je tombe sur le monstre. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. C'est vrai en fait, on déplace son personnage sur les cases que l'on veut. Ouais. Mais non, je pense que si j'ai employé le terme jeu de rôle, je viens de le dire avec l'invention du scénario, si on veut, Oui, bien sûr. l'aspect donc qui ressemble à Donjons et Dragons, et en fait aussi parce que c'est toi qui l'as créé, comme je sais que c'est Ouais. aussi ton métier d'inventer les jeux de rôle. En fait, je suis parti du principe que c'était une inspiration Donjons et Dragons, on avait joué à un jeu de rôle aussi. Oui, Donc, c'est vrai. Ouais, non, tu vois. c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Alors, moi, clairement, pour moi, alors, après, c'est ma définition. Hein. C'est pas du jeu de rôle parce que l'impact, la fiction n'a pas d'impact sur le jeu de plateau. C'est-à-dire qu'il y a la fiction n'a pas d'impact sur les mécaniques. Que tu dises je dégaine mon épée et tu vois, etc. Ça change rien. T'as 1 en attaque, quoi. Et dans le fond, tout ce qu'on a à savoir, c'est que t'as 1 en attaque. Donc, ça pourrait être un jeu de rôle, mais dans ce cas-là, ce serait ce qu'on appelle nous une machine à saucisses, c'est-à-dire un jeu de plateau dans lequel on rajoute de la fiction, mais pour le plaisir, qui n'a aucun impact, etc. Alors, d'accord. tu vois ce que je veux dire? Ouais. Un Mais- automate. Ça juste, ouais, ça colorise le lieu, ça colorise le jeu de plateau, mais ça reste que de la couleur sans impact sur les mécaniques. Tu fais jouer ce jeu-là à n'importe quel fan de n'importe quoi. Je suis sûr que je le vends justement aux joueurs avec qui j'ai démarré le maître du jeu pour un jeu de rôle et qui eux démarraient le jeu de rôle. Hein. Je leur vends, on va faire un petit jeu même de rôle Harry Potter. Ils vont tout de suite adorer parce qu'ils vont se dire on va faire du jeu Harry Potter. Un fan de Seigneur des Anneaux. Ou... Tu peux décrire que ce sont les couloirs de Poudlard. Tu vois, c'est par ça, exemple, exactement. Ouais. On vous tombez sur la salle sur commande. On peut imaginer tout à fait le Donjon et Domino Harry Potter. Là, justement, tout à l'heure, quand vous parliez de Dark Vador, j'étais en train de me dire, mais en fait, là, on est face à un vaisseau, en fait, tout simplement. Et du coup, il y a possibilité de faire, je sais pas moi, des pirates de l'espace qui viennent envahir un vaisseau et puis faire des scénarios autour, en fait, de vaisseaux que tu viens. Tu vois, quelque part, cette grande variabilité des décors qu'on peut mettre derrière les dominos, ça prouve que c'est pas du jeu de rôle. Ça prouve que la fiction, c'est qu'une couleur. Parce que si on peut changer
la couleur et puis finalement que ça change rien à la partie en elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, c'est ça. Bah, ça prouve que c'est pas. Pour moi, c'est un jeu de plateau, mais avec une part effectivement de créativité, d'un contenu fictionnel en amont, comme un jeu, pour moi, comme un livre dont vous êtes le héros. La création de fiction est en amont. C'est l'auteur du livre dont vous êtes le héros qui a créé la fiction en amont. Et toi, tu la découvres en aval, si j'ose dire. Et tu fais des choix après. Après, c'est un peu comme un livre interactif ou un film interactif. Tu fais des choix. Oui, effectivement, tu choisis d'explorer plutôt cette salle-là, plutôt cette salle-ci. Tu choisis de résoudre cette énigme-là dans cette salle-là en premier plutôt que de résoudre l'autre énigme qui est dans la première salle. Oui, d'accord. Tu choisis l'ordre d'exposition de la fiction. Mais le contenu fictionnel n'est pas vraiment malléable. Il est organisable. C'était la distinction que j'avais fait, moi, dans le Maelstrom, entre les jeux vidéo interactifs ou participatifs, tu vois, les fictions où tu participes, et les jeux de rôle. Dans le jeu de rôle, le contenu fictionnel est vraiment malléable. Tu peux en faire ce que tu veux et ça a un impact sur les nouvelles propositions qui vont émerger. Alors que là, ce qui a un impact sur les propositions qui vont émerger, des propositions entendues comme les coups possibles pour chaque personnage, c'est vraiment les règles du jeu et les mécaniques du jeu. La fiction n'a pas d'impact là-dessus. Et par contre, le contenu fictionnel est organisable, donc comme dans un jeu vidéo interactif. Donc voilà, c'est pour ça. Je le casserai pas personnellement dans les jeux de rôle, mais faut voir un truc. C'est que moi, en tant qu'auteur, j'avais dit Donjons et Dominos est un jeu de rôle, de fait, c'en serait un jeu de rôle. Mais moi, à titre personnel, je pense que ce serait tromper les gens sur la marchandise que de dire que c'est un jeu de rôle. Éventuellement, tu pourrais dire que c'est un jeu d'aventure. Éventuellement. Mais moi, effectivement, le terme de roguelike sur table que Johan m'a suggéré me semble beaucoup mieux pour en parler. C'est comme les jeux comme Mice and Mystic ou Andorre, les jeux de plateau, où justement, certaines personnes ont tendance à mettre une petite étiquette jeu de rôle dessus, du moins pseudo-jeu de rôle, mais ça reste exactement les mêmes débats qu'ici. Comme tu disais, toute l'histoire et tout le contenu est créé en amont, en fait. Ouais. Et vraiment... C'est pas aux joueurs de créer la fiction, tu vois. Non. C'est le livre qui te la raconte. D'ailleurs, eh oui, c'est effectivement. Ça change tout. Et... C'est des règles. Pardon, Johan, vas-y. On en arrive, je ne sais plus c'était dans quel podcast où vous faisiez mention du jeu Death Angel de Warhammer 40 000, le jeu de cartes, où avec toujours cette problématique de la thématique abordée dans les jeux vidéo, donc le fait que Warhammer 40 000 ne plaît pas à beaucoup de personnes. Là, ce qui donne cette, on va dire, cette touche jeu de rôle, c'est l'univers Donjons et Dragons, en fait, de Porte-Monstre Trésor. Ouais. On a l'habitude de voir ça dans les jeux de rôle traditionnels. Donc, automatiquement, quand on le voit et qu'on découvre des mécaniques similaires, du moins dans les grandes lignes, on se dit, bah ouais, ça me rappelle les premiers Donjons et Dragons, ça me rappelle ça. Et il suffit de voir, ne serait-ce que dans les jeux vidéo, où on estampille jeux de rôle sur un peu tout et n'importe quoi, dès le moment où tu as des caractéristiques et dès le moment où tu explores un semblant de donjon. Que tu as une aventure, un tantinet scénarisé. Finalement, la seule chose que le jeu a du jeu de rôle, c'est cette inspiration Donjons et Dragons, explorer les couloirs. Mais tu comparais à Space Hulk aussi. J'aimerais bien que tu développes ça. Je vais parler de Death Angel, mais Death Angel dans l'univers de Warhammer 40 000, qui est le jeu de cartes tiré du jeu de plateau Space Hulk. Donc Space Hulk, si je reprends les grandes lignes, on est des gros Space Marines de l'espace qui vont visiter des carcasses d'énormes vaisseaux infestés d'aliens, et le but va être d'éliminer la menace, soit en faisant sauter le vaisseau, soit en cramant un coup de lance-flamme. Bref, tous les moyens sont bons pour exploser la vermine. Et on arrive, c'est du donjon en fait, tout simplement. On arpente des couloirs, on rentre dans des salles, on élimine ce qui se passe. Potentiellement, on peut trouver des bonus. Et c'est du porte-monstre trésor dans l'espace. Et très punitif, ça, voilà. Et je crois que je t'en avais d'ailleurs parlé comme point de comparaison avec Donjons et Dominos. Moi, j'ai retrouvé cet aspect, ce plaisir d'arpenter des couloirs et de ne pas savoir ce qu'il y a au bout.
Dans Space Hulk, on a ce qu'on appelle les blips, qui sont en fait les signaux des aliens qu'on ne voit pas. On ne sait pas si c'est vraiment un signal, un alien qui va débouler, ou si c'est juste un faux positif de notre radar. Donc on ne sait jamais ce qu'on va avoir à chaque coin de rue, à chaque coin de couloir. Et là, on va retrouver à peu près les mêmes sensations dans Donjons et Dominos. Le fait de lancer un dé pour déterminer où va apparaître l'ennemi, ça nous donne ce côté, est-ce que ça va apparaître sur moi, est-ce que ça va apparaître derrière moi, est-ce que ça va apparaître à ce coin-là, est-ce que ça va pas flinguer ma stratégie? Je sais que ça peut être là, mais c'est pas sûr. En fait, on retrouve des mécaniques très similaires. Dans le feeling, dans le ressenti du jeu, quand on le joue, moi j'ai retrouvé beaucoup de sensations similaires. Et je t'avais fait la réflexion à la fin de la campagne. Donc la campagne officielle. La campagne officielle, sans cette frustration que j'ai ressentie dans Space Hulk, où très rapidement le jeu te lamine si tu as le malheur de rater tes jets. Tu as beau être un Space Marine surentraîné, qui a 2 cœurs, une vision, plein de poumons, etc. Si le dé a décidé de te faire des 1 en permanence, tu n'arriveras pas à dégommer une vache au lance-roquettes dans un couloir. Là, ici, tu annihiles ce côté aléatoire pour les combats. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure et je trouve que c'est l'un des aspects les plus importants. C'est que dès le moment où tu as une lisibilité du plateau, tu es capable de mettre en place des stratégies qui vont être efficaces contre les ennemis. Ouais. Et d'ailleurs, vas-y. Non, si fini, c'était pour développer aussi. Poser une question. Ouais. Est-ce que tu as trouvé le jeu lisible, toi qui as fait 3 scénarios? Ouais, lisible dans le sens au niveau en dehors des règles plutôt. Voilà, c'est est-ce que il te fallait réfléchir pour voir à peu près où est-ce que les ennemis pouvaient apparaître, quelles étaient les différentes menaces qu'on pouvait rencontrer? Honnêtement, j'y ai pas beaucoup réfléchi pendant la partie. Après, les parties m'ont semblé faciles, mais de ce que j'ai compris, c'est qu'on a eu beaucoup de chance aussi. Alors, c'est pas tellement ça. C'est que les premiers niveaux n'exigent pas d'avoir une grande lisibilité de jeu pour les réussir. Il y a peut-être ça aussi encore, ouais. Parce que je vois très bien ce que Johan veut dire et ce qu'il entend par « est-ce que tu trouves le jeu visible ?» Et en fait, en réalité, c'est des éléments statistiques basés sur les cases dont tu parles. Toi, à la fin de la campagne, Johan et moi, en fonction de ce que faisaient les méchants à leur tour, on pouvait à peu près voir quelles étaient les cases dangereuses, quelles étaient les cases très dangereuses ou quelles étaient les cases assez sécurisées. Et les cases sur lesquelles on perdait au jeu. Oui, merci. Merci. Si tu veux, tu peux nous rejoindre. Hein. On parle de Donjons et Dominos, t'as fini une campagne, donc tu peux... Enfin, t'as presque fini une campagne, tu peux en parler si tu veux. Tu sais qu'on vient de faire un donjon de Johan, qu'avait écrit Johan. Cool. On a fait les 3 premiers niveaux de la campagne de Johan. Cool. J'appellerais donjon à la plage. Ah ouh, ça se passe au bord de la mer. Baiser, coquillage. Mais c'est trop cool. Franchement, on a bien kiffé, quoi. On parlait de quoi, par contre? Oui, donc c'est ça qu'il appelle lisible, tu vois. C'est des éléments statistiques du genre, ok, je sais qu'à ce niveau-là, les cases 5, elles sont très dangereuses. Les cases 1, elles sont moyen dangereuses, mais un peu, etc. Et en fait, à un moment donné, Johan me disait qu'il avait des codes couleurs. Et que dans sa tête, il y avait les cartes alerte rouge, alerte orange, alerte verte. C'est dans ma tête, effectivement, ça peignait les cases, en fait. En couleur. Voilà. Ou du coup, les cases vertes, c'est bon, c'est bien. Les cases blanches, cases blanches, des cases transparentes. Ouais. Aucun souci, je sais qu'on ne se fera pas taper. Case verte, probabilité de se faire taper, ça va. Case orange, c'est s'il y a moyen d'esquiver, on esquive. Sinon, tant pis, on prend le risque. Et case rouge, on évite. Jamais. Et vraiment, j'avais ça qui se coloriait dans ma tête. Ça, c'est vraiment à haut niveau. En fait, là, le niveau qu'on a fait, en gros, tu avais une chance sur 6 à chaque fois de te faire taper à peu près. Ouais. Mais du point de vue statistique, le jeu, il devient tigresque. À partir du niveau 4, 5, ça commence à devenir les statistiques. Moi, j'ai fait des arbres de vérité, des arbres de probabilité pour ce jeu. Je suis arrivé jusqu'à 236 entrées ou je sais plus combien. Il y a un moment donné, j'avais calculé les probabilités parce qu'en fonction du nombre de jets successifs, parce que non seulement, quand tu commences à lancer plusieurs fois le jet, tu te dis, ok, je suis sur case 6, j'ai une chance sur 6 de me faire toucher au premier jet.
j'ai une chance sur 6 de me faire toucher au deuxième et une chance sur 6 de me faire. Mais ça fait une somme, tu vois, au Ouais, total. ouais, à la fin, c'est assez impressionnant. Ouais. Voilà, donc à la fin, ça devient un peu foufou. Donc un bon mathématicien, un bon statisticien comme Michel, par exemple, il te ferait ça en 2-2. Mais moi, je suis pas très bon là-dedans. Donc du coup, voilà, c'était assez rigolo. Donc voilà, c'est ça la lisibilité. On est d'accord que c'est de ça dont tu parlais. Exactement. Ouais. Et en fait, mais là, c'est vrai que là, c'est dans les 3 prématuré. premiers, oui, C'est prématuré. Tout à l'heure, après, il faudrait qu'on lâche les micros puis qu'on fasse un niveau 5 avec Valentin pour qu'il voit ce que c'est en fait un niveau où ça pop partout, c'est l'enfer. Parce qu'en fait, là, la question au niveau 5, c'est pas de savoir sur quelle case tu te mets, c'est de savoir sur quelle probabilité tu as le moins de chances de prendre le moins de dégâts possible. Exactement. Parce que tu sais que tu vas te prendre éventuellement un dégât. Ouais, Mais le truc, c'est de pas en prendre 4. Ah ouais, pour pas mourir. Ouais. De toute façon, nous, ça nous est arrivé des parties où on se prenait un dégât par tour, en fait, tout simplement. Tout simplement. Tout le monde se C'est- prenait un dégât pour tour. Et Exactement. c'était même C'était- l'objectif. Ouais. Il y a même, je vois même un donjon dans lequel on peut se dire, ok, là je suis sûr de me prendre un dégât, mais je m'en prendrai qu'un seul. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Oui, oui, oui. C'est... Ça inspire confiance, la Ah suite non, de mais notre aventure. Ah non, mais c'est un truc de fou, parce que là on a plein de potions et tout, mais t'inquiète pas qu'on va rapidement les dépenser. Hein. Ça peut vite revenir. Mais tu voulais dire quelque chose avant, Valentin, puis. Alors, c'était pour revenir sur Johan aussi, parce que je me souviens, pendant le confinement, on a fait un jeu de rôle en ligne. Mhm. Et il y avait un peu aussi cet aspect, je sais pas si tu as mémoire, tu avais développé une map Oui, où on évoluait oui. dans le noir et au final on avait donc le parcours défini. Par contre, pareil, on évoluait petit à petit c'était un donjon, quoi, tout bêtement. Ouais. Donc aussi, ce jeu-là me faisait penser au jeu D'accord. auquel on avait joué ensemble. Tu m'as. Vas-y. Pour expliciter un peu plus ce que tu disais, Valentin, c'était en fait tout simplement un donjon, en fait, que j'avais fait une carte d'un donjon, et puis il y avait un brouillard de guerre qui se découvrait au fur et à mesure. Donc effectivement, vous n'aviez pas connaissance de ce qu'il y avait derrière le brouillard, C'est ça. et ça se révélait au fur et à mesure. Tout Ça t'a fait penser à ça. Il y a un côté brouillard de guerre là-dedans. Ouais, c'est ça, parce qu'on arrive Ouais. au bout et puis qu'est-ce qui va, Ouais. qu'est-ce qui va se passer? Ah, et je trouve qu'il y a vraiment un côté comme ça. Complètement. Alors moi, parmi les sources d'inspiration du jeu, c'est Swords and Serpents sur NES, qui est un dungeon crawler. Mhm. Voilà. Tu me parlais aussi de Magic Maze, Johan. Oui, Ça fait penser un peu au jeu. donc Magic Maze, jeu de plateau. Hein, Ça, c'est très difficile à c'est- expliquer en ouais. podcast. Tu vas y oui et arriver, non. ouais. C'est en fait, grosso modo, donc l'histoire est toute bateau. C'est 4 aventuriers qui se sont fait voler leurs affaires, et puis du coup, ils sont dans un centre commercial à récupérer du coup 4, chacun leur arme en fait. L'archer doit récupérer son arc, le nain doit récupérer sa hache, etc. Et grosso modo, on commence avec une seule tuile au milieu, et quand un personnage arrive au bord, si ça correspond à la case de sa couleur, il peut révéler la tuile suivante, et du coup, ça va dessiner un donjon, en fait, un labyrinthe, hein, Magic Maze, le D'où le nom labyrinthe du jeu. magique. Et la particularité, c'est que tous les joueurs jouent en même temps. Mais c'est pas pour l'aspect coopératif où tous les joueurs jouent en même temps, même si le côté coopératif, on le retrouve. On a également nos 4 personnages, hein, exactement comme le jeu qu'on a cité. Mais ce côté, en fait, où on dévoile les... Comment ça s'appelle la suite au fur et à mesure, et surtout, et ça nous est déjà arrivé, et ça nous est arrivé également dernièrement, où on finit par potentiellement scinder le groupe, parce qu'on voit qu'il y a le temps qui s'écoule. Donc Magic Maze, tout le monde joue en même temps, donc on pourrait se dire, du coup on explore tranquillou. Non, on a un petit sablier qui s'écoule et qui fait qu'on a toujours une cloque derrière nous qui nous dit dépêchez-vous, 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 d'autant qu'on ne peut pas communiquer dans le jeu. Mais bref, dans Donjons et Domino, on a du coup une certaine horloge aussi, qui est là, une certaine cloque, Ah oui. qui est avec C'est vrai. le fait que si on ne peut plus poser d'ennemis, on a ce fameux Minotaure qui arrive. Voilà, il y a ça. Ouais. Alors, il y a Yes. plusieurs trucs. Il y a le fait on a 20 cubes qui symbolisent les ennemis pour nous. Et donc, si ces 20 cubes sont posés sur les dominos, le Minotaure apparaît. Si on n'a pas exploré ce tour-ci, si Voilà. aucun personnage n'a exploré ce tour-ci, c'est-à-dire que si avant le tour des méchants, ni le voleur, ni le guerrier, ni la magicienne, ni la prêtresse n'a exploré, le Minotaure apparaît. Donc ça pousse aussi à l'exploration, ce qui Exact. donne le côté fuite en avant. Voilà. Et ce qui fait que par moment, on va scinder la compagnie en 2 groupes,
Parce que, Ouais. voilà, on voit qu'il reste encore 4 cartes à explorer, qu'il nous Ouais. reste 3 cubes monstres en face de nous. Donc, voilà, c'est pas, on va prendre des risques et on va commencer à scinder, on va commencer à explorer chacun de notre côté. Ouais. Bah là, on Et, l'a vu tout à l'heure. Hein. Exactement. Il y avait la prêtresse et la magicienne au niveau 2 ou 1, je sais plus, niveau 1. Oui, ce niveau 1. ouais. Ouais. La prêtresse et la magicienne étaient partis ensemble et nous, avec Valentin, on était restés en retrait. Ouais, au final, on a Enfin. tiré toutes les cartes. Et ouais, on a eu de la chance sur les loots. Ouais. Et au final, nous, on était restés en retrait pour blaster du cube de façon à retarder au maximum l'arrivée du Minotaure. Et ça, blaster du cube, et c'est peut-être ça, ce que tu disais, Valentin, et avec un peu de recul, je pense qu'on peut le dire, c'est une technique qu'on a apprise. Oui. D'avoir quelqu'un en retrait qui est là et qui moissonne. Hein. Vous faisiez d'ailleurs les magnifiques. Vous faites très bien les imitations de Link, tous les deux. Aïe Et du coup, ça, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. C'est ce genre de petites choses qu'on ne voit pas forcément, qui n'est pas du tout explicité dans la règle et qui ne sera probablement même, qui ne sera même jamais explicité dans la règle parce qu'il n'y a aucune raison de l'indiquer. C'est les joueurs C'est qui du vont le skill. découvrir. Ouais. Ou non, on s'est rendu compte que pour nous, ça fonctionnait en fait. En fait, il y a un truc aussi, c'est que là, Valentin a découvert le jeu entouré de joueurs expérimentés. C'est ça. Et il y a un truc dans ce jeu, moi je vous conseille de jouer avec des gens qui ont votre niveau. Jouer avec des joueurs, c'est-à-dire que si vous êtes expérimenté, jouez entre experts. Si vous êtes un débutant, essayez de trouver des débutants pour jouer, parce que vraiment, il y a un côté t'apprends en fait en même temps que le jeu. Johan n'était pas convaincu au début par... Je suis pas convaincu au début. Moi, de toute façon, c'était... je voyais ce côté, exactement comme tu disais, voilà, chaque cas, c'est une chance sur 6 de se faire taper, sauf la case blanche où c'est safe. Le premier scénario, donc le scénario 0, je vais reprendre ce que tu disais, Valentin, j'ai eu exactement les mêmes réflexions. Il est poussif ce jeu, hein. Franchement, faut pas être pressé. On avance Oui. d'une case en une C'est ça. case. Ah Il n'y a oui, oui. pas d'ennemis, ce n'est que du déplacement Ouais. au scénario 0. Donc on se dit, ouais, mais vraiment, si vous êtes débutant, faites-le jusqu'au bout. On aurait tendance, et moi c'est l'erreur que j'aurais faite au début, si tu n'avais pas été là, si on n'avait pas fait ça, c'est que à la moitié du scénario 0, ça m'emmerde ton truc, je passe au scénario 1. Et j'aurais peut-être pas vu toutes les subtilités. Parce que le fait de se déplacer comme ça, on se familiarise avec le déplacement. Et ça, c'est très important. Parce que dès le moment où tu commences à avoir l'information supplémentaire, que tu as des ennemis qui arrivent, c'est déjà trop tard si tu n'as pas appris le déplacement. En fait. Si tu n'as pas appris à marcher, tenir une épée, ça va pas le faire. Alors, je vais même aller plus loin dans le calcul. Pourquoi le niveau 0, il est hyper important? Parce que c'est vrai qu'on fait que dans le niveau 0, il faut imaginer ce que c'est. On a 1 en mouvement, 1 en attaque, 2 points de vie. Donc, on ne fait que se déplacer d'une case en une case. Sauf, on saute le personnage. Ah, t'allais y venir, justement, alors, peut-être, vas-y, explique. Parce que une case ne peut contenir qu'un seul personnage. Voilà. Alors déjà, tu vois, c'est intéressant. On apprend ça. Une case ne peut contenir qu'un seul personnage. Donc, par exemple, si j'ai un personnage sur la case devant moi, si j'avance de 1, hop, je saute. Donc, je me suis déplacé de 2 cases grâce à mon effet de saute-mouton. Et si j'ai 3 personnages alignés et que je fais 1, je saute sur les 3 personnages. Et je peux aussi glisser, aller sauter sur les cases adjacentes au personnage. D'ailleurs, tu l'as fait avec le guerrier juste pour expérimenter le truc. Oui, c'est ça, au tout début. Tiens, est-ce que je peux faire ça? Ouais. Oui, je peux faire ça. Ça, c'est tout con, mais déjà, petit 1, t'apprends ça. Et c'est tout bête, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que concrètement, parfois, il peut être intéressant de sacrifier un déplacement pour faire gagner un déplacement à quelqu'un d'autre. Ce que tu as fait le tour Ce que j'ai fait pour te montrer que, regarde, je reste là pour te faire la courte échelle au final, pour que tu arrives plus vite à un endroit ou à un autre. Ça, c'est le premier élément. Mais c'est pas le seul élément, Johan. Et là, il y a un truc aussi de joueur d'expert que tu ne vois plus. C'est que la première fois que tu fais le niveau 0, tu ne connais pas les cartes exploration. Exact. Donc le niveau 0, en fait, il t'apprend aussi, ah tiens, il y a une petite salle. Ah, il y a une grande salle. Ah, il y a une immense salle. Et si le joueur malin, il a déjà compté le nombre de tuiles. Il sait déjà qu'il y a 2 tuiles bifurcation comme ceci,
qu'il y a une grande salle machin. Donc ça veut dire qu'il évalue ensuite les probabilités que cette tuile tombe. Si t'as pas ce niveau 0 pour te donner cette occasion de faire ces calculs-là, t'as pas de skill sur le niveau 1. Mhm. Donc en fait, il est important ce niveau 0 à ce niveau-là aussi, c'est en fait, il t'apprend les cartes dans le jeu. Il t'apprend les cartes exploration et les déplacements. Et c'est tout con, mais c'est énorme. Il t'apprend à poser tes dominos, il t'apprend qu'on peut poser les dominos dans le sens que tu veux, et donc il t'apprend le jeu, en fait, le contenu du jeu. Exactement. Et il apprend aussi une chose, et ça on l'a vu quand on a fait la campagne officielle tous les deux. Il apprend également comment fonctionnent les salles. Oui. Avec les énigmes. Exactement. Souviens-toi. Donc on ne va pas expliquer, mais j'avais assez mal compris au début ce que tu proposais quand on rentre dans une salle où de temps en temps tu as une énigme et puis tu poses l'énigme et pour moi ça tranchait complètement avec le jeu. C'est un jeu qui est quand même très matériel et là d'un coup tu me demandes quelque chose dans la fiction. Et là moi je t'avais répondu un truc et puis après, on en a beaucoup rigolé, mais basiquement, tu apprends, une fois que tu as la réponse en fait à cette énigme, tu dis d'accord, les énigmes qui vont m'être posées vont être formulées de cette manière-là, et ça attend une réponse de ce type-là. Ouais. Et ça, moi, c'est une des choses que j'ai beaucoup apprécié dans ce niveau 1, c'est apprendre à répondre à ces énigmes-là. Comment répondre à ces énigmes-là ? C'est pas forcément avec les éléments qui sont sur le plateau, c'est pas forcément avec le reste. C'est ça va attendre une chose particulière. On peut interagir comme ça dans ces énigmes-là. Ouais. Alors toi, tu avais rajouté quelque chose d'autre dans ton scénario, c'est qu'en fonction de l'ordre dans lequel on visitait les pièces, il se passait des choses, que quand on visitait des pièces, ça augmentait le tour des ennemis de certains effets. Ça n'existe pas dans le scénario initial. Exactement. Plein de petites choses comme ça. Tu as inventé aussi tes propres règles. Voilà. Tu dis le jeu est modable. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, moi, quand j'ai vu que tu rajoutais, comme je le disais tout à l'heure, de la fiction dans chacune des 3 pièces, donc la petite salle, la grande salle et l'immense salle, je me suis dit, c'est pas dans les règles du jeu qu'il faut taper, c'est dans ce contenu de la fiction qu'il faut venir interagir et rajouter des mécaniques supplémentaires. Le jeu se suffit à lui-même. Il est déjà extrêmement complet. Il est simple sans être surchargé. Et on va juste en fait reprendre, en fait, faire des mécaniques qui, quand on rentre dans cette salle-là, du coup, il va falloir peut-être faire une action ou une autre. Il va peut-être falloir revenir en arrière. Il va peut-être falloir faire ça pour avancer. Dans le scénario 0, donc ce fameux scénario d'introduction, je partais du principe que je voulais le séparer en 2. Donc, on va explorer le donjon au fur et à mesure. Et puis, au moment où on a ouvert 2 salles, donc la petite salle et la grande salle. Et la grande salle, ouais. Il y a une interaction. On a une interaction qui fait que on ne sait pas qu'on change de niveau, mais on va rajouter une règle supplémentaire pour la suite, qui fait que là, dans ce scénario d'initiation, donc ce fameux scénario 0, moi, j'ai incorporé une première approche du combat. On voit qu'il y a des ennemis qui apparaissent. Et dans ce cas-là, comment on fait pour les affronter ? Alors, j'ai vraiment un conseil, c'est quand même de commencer par le scénario de la base. Exactement. Vraiment, c'est important parce que tout ce que tu crées là, c'est des choses qui ne sont pas dans la base. Et pour comprendre la richesse de ce que tu as inventé, il faut d'abord faire la base qui est toute simple, qui vous présente juste rapidement le modèle de création du scénario. Parce que toi, tu as inventé plein de trucs. Je cite 2 choses, je les spoil parce que c'est le tout début de ta campagne. Voilà. Par exemple, il y a des endroits dans lesquels on va, et par exemple, on est limité dans nos mouvements. Ça, c'est pas dans le scénario de la base. C'est génial, je trouve, comme idée. C'est-à-dire que tu ouvres la grande salle, cette grande salle est remplie d'eau. Donc, quel que soit ton mouvement, tu peux avancer que de 1 en 1. Ça, mine de rien, ça limite ton exploration. Autre truc que j'ai trouvé génial, c'est le coup des malédictions. Si tu fais un truc, mais tu prends une malédiction. Ça, c'est quelque chose, hop, tu rajoutes sur ta fiche de personnage, maudit. Et on ne sait pas à quoi ça sert, tu vois. On ne sait pas encore. Peut-être que c'est après, quand on va ouvrir la grande salle, il va nous dire, si vous êtes maudit, il se passe ceci, il se passe cela. Si vous n'êtes pas maudit, il se passe rien. Il y a peut-être d'ailleurs des choses qui se sont passées parce qu'il y a eu... voilà, exactement, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc ça, c'est intéressant, je trouve. C'est-à-dire que tu rajoutes des éléments fictionnels, des règles
En fait, tu viens greffer, et c'est ça que tu appelles modable, en fait. Tu Exactement. viens greffer des règles fictionnelles qui ont des interactions avec les mécaniques dans le jeu. Ça, c'est vraiment très, très intéressant. On avait pensé aussi avec Johan à faire de nouvelles classes de personnages et tout ça. Enfin, le jeu a une base très simple. Et je pense que d'abord, il faut vraiment commencer par cette base-là. Oui. Vraiment. Commencer par cette base-là. Éventuellement essayer le mode hard qui est proposé dans le jeu. C'est-à-dire à partir du niveau 4 de lancer un dé des méchants supplémentaire à chaque tour des ennemis pour voir. Essayez le mode hard. Déjà, vous allez voir. Moi, j'essaye en ce moment. Je suis sur le mode hard en ce moment en campagne solo. C'est hyper dur. Vraiment, c'est vraiment déjà... faut se lever de bonne heure, quoi. C'est déjà bien chaud. Mais après, vous allez voir plein de choses possibles. Et La- il est déjà extrêmement riche, ce jeu. Au niveau, tu veux dire juste les règles du jeu déjà Juste les règles et les scénarios de base sont extrêmement riches. Moi, personnellement, quand on a fait la campagne, je me suis éclaté. Vraiment... Moi, je dirais pas qu'il est riche. Je dirais qu'il est simple et minimaliste, mais qu'il appelle une richesse, en Ouais. fait. Il donne envie de s'investir, il donne envie, tu vois, voilà. Moi, je parlais plutôt de... Vraiment, moi, j'ai voulu faire un jeu le plus minimaliste possible. J'ai mis le moins de règles possible dans ma base. D'ailleurs, la règle, elle fait quoi 24 pages écrites en caractère 14, un truc comme ça. C'est le jeu de la vie de Regarde, Conway, ça doit hein, être ça. tout simplement. Regarde la règle du jeu, Valentin, tu vois, regarde comment c'est écrit. C'est tout petit. Et regarde, c'est écrit gros. Hein. T'as vite lu la base, en fait. Hein. Ah ouais, c'est pas intimidant, Ouais. il y a des choses plus... C'est quasiment une règle de jeu de société. Mais c'est un jeu de société, en fait. Pourquoi je dis ça Mais moi, ce 25 jeu me fait pages. penser au jeu de la vie de Conway, qui est un automate cellulaire. Donc, c'est grosso modo, faut imaginer un énorme quadrillage où on va mettre au début des cases coloriées en noir et on va avoir des règles très simples. Si une case noire, de mémoire, c'est juste 3 règles. Si une case noire n'est pas adjacente à 2 cases noires, alors elle devient blanche. Et si une case blanche est entourée par 3 cases noires, du moins dans les 8 cases autour, elle devient noire. Et la 3e règle, je ne sais plus trop. En tout cas, c'est des règles très simples comme ça. Extrêmement simple. Et en fait, c'est un Et c'est casse-tête. Turing complet. On peut simuler n'importe quel ordinateur avec cette règle extrêmement simple. Ah ouais. On est capable de créer des portes logiques, on est capable de créer des opérations, on est capable... donc ça a été prouvé que c'est un mécanisme Turing complet. Donc en fonction du postulat de départ, on est capable de créer n'importe quel programme informatique à partir de 3 postulats aussi simples que ceux que je viens d'énoncer. Je vous conseille vivement de regarder. Donc, il y a Ça s'appelle comment le jeu de la vie de Conway, C-O-N-W-A-Y. Ah bah oui, le jeu de la vie. Ah bah oui. Et du coup, je il y a connais. des petites amas de cellules en fait, qui vont se déplacer d'elles-mêmes. Il y en a qui vont, ce qu'on va appeler des vaisseaux. On va avoir des espèces de choses qui vont en fait des clignotants. Donc Est-ce qu'on peut jouer à Doom sur le jeu de la vie Logiquement, oui. Oui, oui. De toute façon, c'est Turing complet, donc oui, on peut jouer à Doom avec le. Et Ça on a peut pas même jouer à Crysis. Mais Donc, voilà quoi, c'est le truc. Et du coup, ça Ça te fait penser à ça Oui, en fait, c'est des règles extrêmement simples. C'est un postulat de départ, en fait. Et après, il n'y a plus que, exactement comme les salles du donjon, à les assembler pour avoir une complexité, en fait, qui va émerger, tout simplement. Le postulat est simple. Et puis, c'est l'émergence qu'il va y avoir derrière qui va, du coup, créer la complexité du jeu et faire que ce jeu, on se retrouve avec des situations dont on parlait tout à l'heure, où c'est comment on fait pour ceci, comment on fait pour cela. On va avoir une lisibilité très claire du jeu. Et vraiment... Moi, ce jeu, il me fait un peu penser au Val aussi. Parce que le Val, en fait, c'est un jeu que j'avais fait pour jouer à Magic avec ma grand-mère. Parce que tu peux pas jouer à Magic avec n'importe qui parce que les cartes sont effrayantes. Il y en a qui disent la même chose de la manette des consoles de jeu, d'ailleurs, que les manettes effraient. Et d'ailleurs, ils expliquent le succès de la Wii par le fait que la manette était juste une télécommande. Et que du coup, ça fait moins peur aux personnes âgées, ça fait moins peur à certaines personnes d'avoir une télécommande dans les mains plutôt qu'une manette. Et ils expliquaient le succès de la Wii comme ça. Le Val, c'est pareil. On te met des cartes à jouer dans les mains, et en fait, on te propose un jeu aussi complexe que Magic. Et tu dis, comme ça, je vais pouvoir jouer à Magic avec des gens qui n'auraient jamais joué à Magic du fait de la complexité améritrage de Magic en un sens. Ouais. Et tu vois, moi, Donjons et Dominos, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est une façon de faire des donjons
avec des gens qui joueraient qu'au Scrabble. Ouais. Tu peux faire du Donjons et Dragons, mine de rien, avec Donjons et Domino. Tu peux faire du Donjons et Dragons avec des gens qui seraient très effrayés. Tu proposes Donjons et Dragons à n'importe qui, il y a des gens que ça va effrayer, c'est clair. Trop de règles, trop de livres de règles, trop de fluff, trop de bouquins, trop gros, trop de choses, quoi. Alors, je dis pas ça pour la boîte rouge, hein. La toute première boîte et tout, il y avait peut-être moins de choses. L'œil noir, c'est moins effrayant. Oh, la boîte Tu vois, rouge. il y avait déjà pas mal de choses. Ouais, ben moi je sais que j'ai eu la version d'initiation qui me permet de monter qu'au niveau 3. C'est pour ça que tout à l'heure je faisais la blague de Excel. Pour moi, c'est du Excel en fait. Tu as des tableaux de pourcentage de partout. Et si tu montres ça à une personne qui n'est pas habituée à décoder un livre de jeu de rôle, il referme en disant moi je touche pas à ça, c'est trop mathématique pour moi. Et tu vois, tu me posais la question tout à l'heure des cartes, Valentin. Tu me disais, ouais, les cartes, elles vont rester comme ça. Ça, c'est des dessins que j'ai fait sous Paint moi-même. Ouais, ok. En fait, je veux que ça reste comme ça parce que si tu fais un livre beau avec des dragons, des elfes et des gobelins dessus, Ah oui, c'est foutu. Ouais. c'est foutu. Alors que si tu montes des dominos avec des dés comme ça, un jeu comme ça, là, tout pour lingue avec agrafé et tout, ça va effrayer personne en fait. Ah non. Tout est connu. Un dé à 6 faces comme ça, là, avec les points, c'est connu. Les dominos, c'est connu. Alors, il y a des pions, mais les pions, c'est connu. Tu vois, il n'y a rien d'inconnu, en fait. Si on regarde sur le plateau, là, et les cartes, elles sont toutes simples. Il y a une potion, un machin, c'est noir et blanc. Ça effraie personne, en fait. Moi, ce jeu-là, je me vois y jouer avec des gens à qui je ne pourrais mais jamais proposer de jeu de rôle et jamais proposer du Donjon et Dragon. Jamais. Alors qu'avec eux, je vais pouvoir y jouer. Donc, il y a quelque chose comme ça. D'ailleurs, je suis en train de penser, tout à l'heure, on disait que donc, toi, ça te faisait penser à du jeu de rôle traditionnel. Valentin. Ouais. Valentin, exactement. Et tous les deux, Romaric, on disait que ça ne nous faisait pas forcément penser à du jeu de rôle. Là, je reviens quand même sur Ce que tu disais sur au ce que départ. je disais, en fait, là, en parlant de la boîte rouge de Donjons et Dragons, et je repensais même au guide du maître de la 3.5 ou de la 3, où effectivement, quand on regarde le guide du maître ou une partie de ce fameux guide d'initiation, en fait, on peut jouer à Donjons et Domino avec. J'entends par là. Il y a même pas, c'est certain, il n'y a même pas besoin de maître de jeu. D'accord. On arrive à la porte, et puis tu as déjà des grilles préétablies où tu lances un dé pour savoir quel type de salle, tu lances un dé pour savoir quel type de mob, tu lances des dés pour savoir quel Il y a plein de jeux OSR qui font ça, ouais, Et effectivement. grosso modo, le donjon peut se générer tout seul. Et c'est vrai que j'y repense, mais dans mes premières années à faire du donjon et dragon, j'utilisais les règles-là pour faire des donjons minutes. Ce que j'appelais des donjons minutes, c'était pendant mes cours de français ou de philosophie. J'étais sur ma calculatrice en train de balancer des dés avec rand, etc. Et puis je me faisais des donjons pour du coup le midi pour jouer pouvoir jouer avec. Et en fait, tout était précalculé comme ça. Et effectivement, en y repensant, c'était pas du tout du jeu de rôle au sens on a un contenu fictionnel qui va être modifié par les joueurs et par le maître du jeu. Ou si on veut vraiment la définition du bon vieux jeu de rôle traditionnel où il n'y a que le maître du jeu qui va décrire. Là, c'était même pas ça. C'est même moi, en tant que maître du jeu, je n'avais absolument plus rien à inventer. Tout était là et moi, je ne faisais que l'automate pour les monstres. Donc, on en était vraiment on était vraiment à ça, quoi. Ouais. Donc, non, c'est effectivement, si je reprends... mais c'est la fiction, c'est l'impact de la fiction quand même. Je sais pas. Ouais, mais la fiction, là, je te reprends une partie que j'ai faite il y a pas longtemps, donc de Pathfinder, qui est un dérivé de la 3.5. J'avais à combattre un Minotaure, justement. Comme par hasard. Ça m'a beaucoup fait rire. Et je lançais mon D20. C'est bon, j'ai fait plus que sa classe d'armure. Oui, d'accord. Je lance mes dés de trucs. Et en fait, et du coup, c'était sur Discord. Moi, je me suis pas fait chier. Je m'étais fait des macros sur notre serveur Discord. Et puis, j'avais juste à faire attaque. Et puis, il me lançait automatiquement mon jet d'attaque. Tu avais tout programmé. Voilà. Ouais. Et puis, alors, du coup, c'était ça. Tu as envie de me dire, mais elle est où la fiction là-dedans la fiction, moi, il n'y en avait pas. Moi, le combat avec le Minotaure, je ne l'ai pas vu dans ma tête, en fait. Vraiment, c'était... voilà, je jette des dés.
Il y a plus de Enfin- ça, là où c'était terrible, c'était que c'était même pas des combats groupés, c'était chacun son combat, etc. Donc une fois que moi j'ai terminé mon combat, un autre joueur a pris un autre combat, etc. Et puis c'était ça, on lançait un dé, le mec lançait des dés, et puis il n'y avait aucune interaction. Je te le dis autrement. Moi, une des raisons aussi pour lesquelles j'ai pas envie d'estampiller ça jeu de rôle et plutôt jeu de société, même si par ailleurs certaines personnes peut-être considéreront que c'est un jeu de rôle, je pense Voilà. pas, vraiment pas. Pour moi, les rôlistes que je connais, ils considéreront pas. Bon, bref, c'est peut-être pas le débat, mais en tout cas, une des raisons, c'est que c'est moins effrayant de dire que c'est un jeu de société. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, ils entendent jeu de rôle, ils disent ah ouais, qu'est-ce que c'est, nanana. Tu prends ça comme un jeu de société, et si, comme l'a très bien dit Valentin au début du podcast, ça peut amener des gens à vouloir être créatifs et à faire leurs propres donjons et leurs propres histoires, Ouais, c'est bingo. Hein. moi, c'est l'effet que ça a eu sur mes enfants. Direct, ils ont eu envie. Alors nous, je vais te dire un truc, avec mes enfants, on joue encore pire que ça. On n'a pas de scénario préécrit. Ah, c'est de l'impro. Exactement. C'est-à-dire que je dis à mes enfants, ils retournent la carte grande salle, je leur dis, qu'est-ce que c'est ? Et donc, c'est comme ça qu'on a créé tout un scénario qui s'appelle Un dragon sur le toit, qui est un jeu dans lequel ils ne savaient pas quoi jouer comme personnage, donc ils se jouent eux-mêmes. Ils partent à l'école avec moi, donc moi je joue le guerrier, je crois. Pandore, elle doit jouer la prêtresse ou la magicienne, je crois. Et Soren, il fait toujours le voleur. Il veut toujours jouer le voleur. Et donc, du coup, on part aller à. En fait, du coup, ils ne savaient pas quoi raconter. Donc, au début, on révèle la petite place, la petite salle. Et en fait, je dis, bah, c'est quoi ? Et Soren, il me dit, ah bah c'est le petit paramé, on est arrivé, tu sais, à vélo, on est là, machin. Je sais qu'il y en a qui se sont perdus au petit paramètre. Et donc du coup, il te dit, bah voilà, on est arrivé au petit paramé, quoi. Et puis après, on révèle la grande salle, puis il me dit, bah là, on est au parc des Chênes, tu vois. Et en fait, c'est tout con, mais il n'y avait pas de scénario préécrit, mais on y était, quoi. On était en train de jouer, etc. Et après, on arrive à l'école, et puis il me décrit qu'il y a un dragon sur le toit, parce qu'à chaque fois, en fait, je lui demande de me décrire l'intro, la petite salle, la grande salle, l'immense salle, l'issue et le boss s'il y en a un. Et bah, vous verrez, de toute façon, je posterai le résultat. Il a fait des dessins et tout, il a illustré les scénars, parce que moi, en fait, au fur et à mesure qu'il me racontait, je prenais des notes pour pouvoir réécrire le truc. Oui. Et vous verrez, et bah, ce que ça donne, et ben, c'est bluffant en vrai. Hein. C'est vraiment bluffant, ça donne une continuité. Là, on est arrivé au 2e étage de l'école, on a pris l'escalier du rez-de-chaussée. Je vous dis, le rez-de-chaussée de l'école, quand vous avez fait Silent Hill 1, vous savez qu'une école, ça peut être bien flippant. On est arrivé en pleine nuit à l'école avec Soren. On a eu des boules, quoi. Tiens, on était dans l'ambiance, quoi. Vraiment, on jouait à Donjons et Dominos dans l'ambiance. Mais ça me fait plus penser à un livre dont vous êtes le héros. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment plus ça que... Il n'y a pas autant de malléabilité que dans un jeu de rôle tel que moi, en tout cas, je les considère. Yo, tu voulais réagir ? Non, je suis parfaitement raccord avec toi. Maintenant, je comprends mieux ce que tu voulais dire par c'est un jeu de rôle. Et je pense que j'aurais aussi estampillé jeu de rôle dans mes années collège pour ce côté. Voilà, c'est ça. Dungeon Mais Crawl, aujourd'hui... etc. Et maintenant, avec mes standards de jeu de rôle, Bah oui, c'est plus ça en fait. Ouais. C'est pour X, Y raison. c'est rigolo. Mais je pense que non, il y aurait quand même des personnes qui le considéreraient à minima comme un jeu de rôle. On verra. Euh, Et aussi parce qu'il en a le canon esthétique voilà. du donjon C'est ça. verse, quoi. Enfin, il y a Mais un côté- le côté jeu de société prend parfaitement sa place parce que là, de toute façon, on a tous les éléments. Hein. C'est ce que tu disais. On a les jetons, on a les dominos, on a Bah oui. les dés, je veux dire. Alors, à savoir aussi que dans le jeu, donc ce qui est fourni, ce qui sera fourni sur la boutique, c'est uniquement le livret des règles du jeu, les scénarios et toutes les cartes, donc cartes trésor, cartes exploration et cartes de personnages qui seront. Mais par contre, il faudra du coup pour jouer à Donjons et Dominos que vous ayez votre propre jeu de dominos, les cubes en plastique, parce que je pense que tous les joueurs de jeux de société ont à minima des petits dés ou des petits cubes pour symboliser Pandémique, les ennemis. vous achetez Pandémique, vous pourrez faire du Ex Nihilo et du Donjon et Domino. Donc, Parfait. achetez Pandémique. Voilà. Et t'as les pions aussi, les petits pions. T'as des pions avec. Alors nous, les petits pions au départ, on les avait pas, donc on s'est contenté de pièces de Lego, quoi. Ouais, avec Pandémique, des c'est Lego. exactement les mêmes Eh, que ça en T'as bois. des Lego, tu joues à Donjons et Dominos. tu Moi, prends- je vais utiliser des figurines pour ceux qui connaissent Confrontation Mais de oui. ex-société Rackham Oui, française, Cocorico. tout à fait.
Ouais. Sébastien Sellerin, il connaît bien. Mm. Et donc, du coup, tu vois, tu utilises des petites figurines comme ça, c'est super, quoi. Tu Ah ressors ouais, tes dominos et tout. Donc, alors, c'est pour ça aussi, j'ai pas voulu trop fournir les objets. Alors, il y a deux raisons qui font que j'ai pas voulu fournir les trucs. Le premier, c'est que ça m'obligeait à aller commander ça sur des sites pas clairs. Le deuxième, c'est que les quantités qu'il me fallait, les sites pas clairs en question, ils n'acceptaient pas. Parce qu'il me fallait plus de 4000 cubes en plastique. Et pour trouver 4000 cubes en plastique, il faut aller sur des sociétés pas claires qui, de toute façon, n'en importent pas plus que 200 ou 500. Et Ouais, donc c'est pour véhicule. avoir commandé sur le site pas clair dont tu parles, que je connais aussi vu qu'on en a parlé, c'est pas une qualité frappadingue. Il aurait fallu que tu en commandes un peu plus pour avoir. Et alors, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. C'est Ouais. qu'en ce moment-là, on est à Covid Omicron et que les délais de livraison, c'était 5 mois. Ça voulait dire retarder de 5 mois la sortie de Donjons et Dominos. Donc, je préfère faire le jeu un peu moins cher, qui est un peu moins de matériel, et faire un peu moins de plastique sur la Terre, parce que de toute façon, tout le monde en a de quoi. Tout le monde a au moins des Lego pour matérialiser des monstres. Oui, Enfin, et puis même dans le pire des cas, c'est. tu peux trouver Vous, des vous billes découpez des anglaises. petits soit des petites pièces de 1 centime, soit vous découpez des petits morceaux de Et carton. Vincent Mainviel, quand il a playtesté le jeu, il n'avait pas de domino, il a découpé dans du papier, il a fait son jeu de Voilà. domino en papier. Enfin, tout est. Ouais, c'est Donc, c'est voilà. clair. Je préfère, mais je préfère dire quand même que quand vous achetez le jeu, il n'y a que les règles, le premier set de scénarios, donc les 11 premiers scénarios, et les cartes, trésors, exploration et personnages, de façon à ce que ce soit bien clair et que ce soit dit dans ce podcast. Alors, toi qui as commencé par être sceptique sur Donjons et Dominos, à quel moment tu t'es dit « Ah non, en fait. Ah non, c'est bien, en fait. » Sur Est-ce que tu plusieurs t'en souviens ? points. Déjà, le premier truc auquel j'avais pas fait gaffe, c'était les déplacements. J'ai eu la même réflexion que toi. Oh bon Dieu, ça va être lent. Ah bah oui, c'est clair, au début. Ah, Déjà, ouh. quand j'ai vu, on a un déplacement que d'un. Quand j'ai commencé à me faire dans ma tête, oh, il y a tellement de dominos si on se déplace de 1. Et c'est déjà quand j'ai vu qu'on pouvait justement faire ces fameux sauts de mouton dont tu parlais. Ah oui, d'accord. Donc il y a cette mécanique-là qui va permettre de gagner énormément de temps. Ouais. Après, quand j'ai vu que c'était une chance sur 6, je me suis dit, que ce soit qu'on tombe sur la case 1, 2, 3, 4, 5, bon, ça change rien en fait. C'est voilà. Et c'est, je pense, à partir du scénario 4, où là, je crois que c'est là où ça commence à taper sur les côtés, où là, t'es là, tu te dis, ok, je viens de comprendre la complexité du gazier. Là, Et puis, il y a aussi que les personnages commencent à avoir plus de stuff aussi. c'est ça. On a plus d'objets, donc plus de choix. On a plus de capacités, plus de mouvements, plus d'attaques, donc plus de choix. Donc en fait, à tous les niveaux, on a toujours plus de trucs à faire. Toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et les ennemis aussi font toujours plus de trucs, donc nous soumettent toujours plus de problèmes. Il y a un vrai côté exponentiel en fait dans le jeu. Et jeu auquel je pense que je t'ai... C'est peut-être pas toi que j'ai beaucoup saoulé avec ça, mais The Binding of Isaac, qui est un roguelike sur PC. PC, Switch et je crois qu'il y a aussi sur les autres consoles, mais je ne sais plus. Bref, au-delà de son aspect pipi caca, etc., a une vraie richesse et me fait vraiment énormément penser à Ex Nihilo, parce que dans The Binding of Isaac, Ex Nihilo, Donjons et Dominos. Donjons et Dominos, Dominos. excuse-moi. C'est un jeu qui va être extrêmement dur au début, on va pas comprendre, on va se faire défoncer par le jeu. Et puis, le premier boss va nous mettre à terre, etc. très rapidement. En plus, ça, il y a cette ambiance un peu malsaine et compagnie. Et puis, petit à petit, on va comprendre le jeu. On va se dire, OK, d'accord. Et très vite, on va voir les interactions. Et il y a des moments où on va rouler sur le jeu. On va se dire, c'est génial. Et puis, on a une impression de toute puissance, exactement comme quand on a tous les objets. Et puis, on va se retrouver dans des parties où, voilà, on est tout puissant. On se dit, ouais, la situation de toute puissance, et je l'ai déjà fait plein de fois, c'est trop bien. Et puis, à un moment de temps, on va pas comprendre, ça va snowballer, donc ça va partir en boule de neige. Et tu vas te retrouver en calbut dans le donjon. Et là, tu te dis, OK, à quel moment j'ai pas saisi la subtilité? Tu réfléchis, tu dis, OK, c'est à ce moment-là que c'est parti en vrille. L'autre jour, je me suis fait empaler au niveau 1. J'étais en partie solo, je me suis fait empaler au niveau 1 parce que j'ai fait les mauvais choix, mauvais paris. Voilà, il y a un Ah excès ouais, de d'accord. confiance, tout simplement. ouais. Tu fais pas gaffe, t'as une chance sur 6, et c'est rien. Ouais, mais très rapidement, tu fais plus forcément gaffe au fait qu'il y ait avec safe. Mais dans les autres parties, une blessure, c'est rien. Mais là, tu es en début de partie, Ouais, deux et là, blessures,
À un moment donné, Valentin, dans la partie, j'ai vu, il a été, allez, je vais me mettre sur case blanche ou je sais plus quoi. Puis je t'ai dit, ouais, bah crois-moi, ça fait toute la différence, quoi, parce que. Ah bah oui, c'était le moment. Bon, allez, de toute façon, une chance sur 6, machin. Mais non, mais je te jure, mais t'as En tous fait, les ça jours. fait très mal, ouais. Ah bah oui, tous les jours. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, première partie, pour le coup? Bah moi j'ai beaucoup adoré, hein, franchement, et du coup ça me donne envie de continuer, sachant que T'as envie de le partager aussi. et le t'as envie partager, de- ouais, bah l'aspect création d'environnement, enfin De scénario, setting, on pourrait ça dire. risque, ouais. pour moi ça va compléter, certainement m'aider dans mon apprentissage de maître du jeu. Ah. Là peut-être à donner une aperçu ce que c'est que développer un scénario, T'as envie de jouer à ça avec ta table de D&D? Ah bah clairement, Commencer les chroniques ouais, oubliées. ouais. C'était Je quoi vois déjà déjà comment leur amener avec un thème. C'était le Chroniques oubliées, non? Chroniques oubliées, Ouais, qui c'est ça. s'appelle un jeu d'aventure. T'as sur la boîte. vérifié, ouais. Ouais, c'est bien sur la boîte jeu d'aventure et non pas jeu de rôle. Ouais. Mais c'est marrant, cette distinction. Est-ce qu'elle a Bon, du c'est un sens? coup de com', hein, Je sais pas. Je pense que c'est parce que c'était ce qui était écrit. L'œil noir, c'est écrit jeu d'aventure. Moi, j'ai vérifié encore. Le jeu de rôle Mon Petit Poney est également un jeu d'aventure. Je l'ai croisé au Jouet Club et puis ça m'a fait rire. Il y avait The Witcher, il y avait Mon Petit Poney juste à côté. J'ai feuilleté un peu. Bon, ok. Et vous avez vu donc au Jouet Club de Saint-Malo, ouais, ça y est, il y a du jeu de rôle. Oui, c'est là-bas justement que je l'ai vu. Truc de fou. Le jeu de j'ai rôle pas est vu. revenu au Jouet Club de Saint-Malo. Et à Cultura, il y a des bouquins de Donjons et Dragons. À ma Ah oui, très grande j'ai vu aussi. surprise. Ouais. Donc je regardais et tout. Le jeu et de rôle puis, en force. Hein. Ouais. Ah Donc, bah, vraiment. Ouais. C'est du goodies, hein. C'est juste des petits bouquins avec des énigmes dans l'univers de Donjons et Dragons. Personnellement, j'aurais eu encore ma passion de Donjons et Dragons, donc j'ai encore. Hein, vous m'entendez parler de Pathfinder, Donjons et Dragons, comme oh là là, je me fais chier. Mais j'aime toujours autant, il n'y a pas de souci pour ça, j'adore ce genre de choses. Tu joues encore cette semaine. J'y joue encore, même demain encore. C'est du vrai Donjons et Dragons demain d'ailleurs. Donc c'est des jeux que j'adore, même si voilà, maintenant je recherche plus des jeux où voilà, il va y avoir plus de narration, même si arpenter des donjons, que ce soit avec des dominos ou avec un groupe d'aventuriers, ça m'éclate toujours autant. Et donc oui, c'est tout ça pour dire qu'à Cultura, je suis tombé sur ça. Et puis effectivement, c'est pas du tout marqué comme quoi c'est inspiré du jeu de rôle, mais à aucun moment à l'intérieur, c'est juste c'est des petits quiz pour ceux qui aiment bien les univers là, etc. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est rigolo, en fait. Ça me fait penser vraiment à tous ces carnets de vacances où, c'est tout ça. Et puis, tu dis, ça me permet de replonger dans dans mon petit plaisir, quoi. De toute façon, je pense que ça peut être sujet à un futur podcast. Ouais. Mais quelle est l'influence actuelle des youtubeurs ou streamers Il y a autre chose aussi, c'est l'influence actuelle du jeu de société, tout simplement. Moi, quand je vois, par exemple, les escape games, quand je vois par exemple le jeu là qui s'appelle Unlock de Space Cowboys, t'as vu le truc, ouais. C'est pas du jeu de rôle, mais t'as la petite application qui te met de la musique, t'es quand même dans l'ambiance, machin. Tout ce truc d'escape game, il y a plein de jeux comme Mysterium et tout qui lancent, tu vois. Et plus ça va, moi je trouve, plus jeux de société et jeux de rôle se rejoignent, même si bien sûr il y a toujours des jeux de société qui, dépourvus de contenu fictionnel malléable, tu vois, s'éloignent du jeu de rôle, ou en tout cas ne semblent pas du jeu de rôle. Tu vois, tu joues à... Enfin, je sais pas quoi. L'autre jour, on a joué à Croque-Carotte avec les enfants. C'est clair que c'est pas du jeu de rôle, quoi. C'est pas un jeu. Mais il y a par contre de plus en plus de jeux de rôle, de jeux de société, qui s'offrent de la fiction et qui voilà. Et inversement, il y a de plus en plus de jeux de rôle qui s'offrent des mécaniques de jeux de société. Et donc, voilà, ça c'est déjà ce qu'on disait à la fin de la saison précédente ou la saison dernière. Je sais plus quand est-ce qu'on disait ça, que le jeu de rôle et les jeux de société commençaient à se rapprocher. Et donc, du coup, c'est pour ça que le jeu de rôle revient en force. C'est aussi parce que et dans le jeu de cartes aussi, hein, Magic a fait sa sortie Donjons et Dragons. Hein. Bien sûr. Tous les éléments ludiques, donc les jeux de société dont on a parlé ont permis de montrer aussi aux différents joueurs de tous horizons que c'est pas parce qu'il y a des règles un peu plus compliquées que ce n'est pas fun, et surtout que c'est
compliqué, du moins des règles un peu plus étoffées, que c'est plus compliqué. Moi, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui jouent à des jeux qu'ils n'auraient pas pensé apprécier parce que voilà, les règles, c'est pour eux plus complexe. J'entends par là des joueurs qui sont habitués à faire du Uno, qui sont habitués à faire du comment ça s'appelle, Monopoly ou des jeux vraiment très traditionnels. Quand ils commencent à jouer à des jeux de société un peu plus étoffés, Clank, It's a Wonderful World et compagnie, Seven Wonders, c'est là, ils commencent à prendre des règles qui ont une complexité un peu plus grande. Et du coup, ils se disent, ah ouais, d'accord. Et une autre chose, c'est tout ce qui va être média. Donc, j'entends par là vraiment tout ce qui va être streaming. Entendre parler de Witcher en salle de pause, que les gens, les univers médiéval fantastiques, mais oui, remplis de magie, ils en parlent en salle de pause autour du café. Netflix, l'effet Netflix, il a raison. Stranger Things, on revient. C'est ça. Moi, entendre parler de Geralt et compagnie en salle de pause avec des collègues avec qui j'ai déjà eu des discussions et qui sont très réfractaires à tout ce qui est jeux de rôle, jeux de société, etc., qui pour eux, ça reste très vision des années 80-90. Les entendre parler de ça en disant « Oh, et tout ça, c'est trop bien, etc. » Après... Et puis, ils ont les mêmes codes, ils ont les codes du coup que nous, on parle depuis des années, en fait. Oui, eux, ils découvrent, nous, c'est des univers qu'on a déjà connus, en fait. Bien sûr, mais après, nous, le truc aussi, c'est qu'on est la génération maintenant qui est, entre guillemets, au pouvoir. Exactement. C'est nous, les actifs, tu vois. Nous qui avons grandi avec les RPG, les FF7, FF7 qui fêtait ses 25 ans il y a quelques jours. Et puis, des personnes comme ça, maintenant, tu leur montres du Donjons et Dragons ou autre. Ah ouais, tout, c'est comme dans The Witcher, etc. Ils s'approprient maintenant les codes qui étaient réservés aux rôlistes ou aux ludistes, en fait. Ce qui explique bien des choses. Et même le jeu vidéo, d'ailleurs, les codes du jeu vidéo, tout simplement. Au début, quand j'ai vu Donjons et Dominos, quand j'ai commencé à créer ce jeu avec mes enfants, je me disais quand même, il est ridicule ce jeu. Il y a très peu de règles, les mécaniques sont simples, des dominos, machin. Je me disais quand même, par rapport à Gloomhaven ou à ce genre de truc, tu vois, le Gloomhaven, la foison de matériel, de visuels, d'énigmes, de puzzles, enfin, t'as Gloomhaven, mais c'est énorme, quoi, tu vois, c'est un monument, quoi. Donjons et Dominos, il fait tout petit, tout pâle figure à côté. Et je me suis dit, mais je suis ridicule, quoi, je vais être ridicule avec mon Donjons et Dominos. Mais en fait, je crois que justement, c'est parce que c'est un jeu tout ridicule et tout simple, tout mini, en fait, qu'il est en fait pas si inintéressant que ça. Parce que Gloomhaven, c'est pareil, c'est très effrayant pour des gens qui ne sont pas habitués aux jeux de société plus hardcore. Et pourtant, c'est simple, hein. Et pourtant, c'est pas si compliqué que ça. Mais ça peut paraître effrayant. Tu sais qu'il a la force de son défaut, en fait. C'est qu'il a un aspect tout pourri, mais c'est aussi une de ses fortes forces. Ah oui, clairement. Moi, c'est le genre de jeu qui m'attire direct parce que la prise en main est très facile. Donc, t'as vu, on t'a même pas expliqué les règles. Non, c'est ça. T'as dit, vas-y, assieds-toi autour de la table. Il y a le niveau 0, comme tu dis, faut le faire. Il n'y a même pas besoin d'expliquer les règles. Tu fiches une fiche de personnage, tu expliques globalement ce que c'est que les caracs. Tu dis ce qu'on va faire quand même, parce que tu vas pas l'inviter à faire n'importe quoi autour d'une table sans lui dire ce qu'on fait. Mais globalement, franchement, il n'y a rien à expliquer, quoi. Moi, c'est mon premier jeu comme ça. Le Val, t'avais 40 minutes d'explication. Ex Nihilo, t'as au moins 25 à 30 minutes d'explication. Là, c'est le premier jeu que je fais où tu te mets autour de la table, tu dis vas-y, viens avec nous, tu vas voir, c'est facile. Tu retournes des cartes, tu fais ce qu'il y a. C'est obligatoire qu'il doit avoir des règles simples, ce jeu. Pour une raison simple, c'est qu'il faut qu'il soit un minimum dynamique. Sinon, on va très vite se faire chier. Parce que, mine de rien, les parties, c'est facilement une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc, tu trouves, toi, une demi-heure, tu dirais peut-être un niveau peut-être un peu plus, quand même. Entre une demi-heure, trois quarts d'heure. On a quand même 4 personnages à bouger. Ouais, j'ai mis 30 minutes. Ouais. Faut vraiment, en fait, qu'il y ait un dynamisme. Et surtout, très rapidement, on peut très vite se retrouver surchargé d'informations. Donc, si c'est des règles compliquées qui nécessitent un temps de calcul assez conséquent, très rapidement, vu la quantité de situations qui peuvent faire qui peuvent faire apparaître ces situations, qui peuvent faire apparaître ces quantités de calcul. Si c'était des règles plus compliquées, on passerait notre temps à être en surcharge cognitive en permanence, et ça deviendrait ni plus ni moins qu'un jeu d'échecs où t'es là,
t'as personne qui parle, qui réfléchit. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Et Mais ça, c'est en solo, c'est comme ça. En solo, tu te poses des questions. En fait, tu joues aucun tour tant que t'as pas imaginé tout ce que tu vas faire pendant les Parce tours. que quand tu es en solo, tu n'es plus dans un jeu de société. Non. Tu es dans un jeu solo, tu es avec toi-même. Mais ça fonctionne très bien en solo aussi. Parce que Exactement. comme le modèle, c'est le livre dont vous êtes le héros, tu peux lire ton livre dont vous êtes le héros tout seul. Et d'ailleurs, Exactement. là, tous mes playtesters, ils font des campagnes solo en ce moment. Et ça se passe très, très, très bien. C'est un très bon jeu à jouer en solo. Mais dès le moment où tu es avec une autre personne, à mon avis, Ouais. automatiquement, on se met en mode il faut quand même un minimum d'interaction avec l'autre. Il y a un truc aussi qu'on a oublié de dire, c'est parler du joueur leader ou de l'effet leader dans Donjons et Dominos. Parce que c'est quand même un des gros défauts du jeu pour moi. Potentiellement, vu que le jeu a été développé pour jouer avec mes enfants, moi, je veux pouvoir contrôler que les règles sont bien appliquées et voilà. Je veux qu'il y ait un adulte qui puisse superviser en fait la partie, si tu veux. Or ça fait que du coup, toutes les informations sont visibles. Alors mes enfants, je pourrais leur confier des rôles secrets et tout machin, mais sauf qu'ils savent pas tenir des secrets, donc ils se le disent entre eux. Donc ils se disent leurs secrets à eux. Donc au final, ça finit, quand il y a des jeux de société où il n'y a pas d'effet leader, mais où il y a des secrets, ça finit que les enfants jouent contre les adultes. Et ça, c'est pas bien non plus. Donc du coup, moi, dans mes jeux que je développe pendant le confinement là pour mes enfants, comme Donjons et Dominos par exemple, il y a toujours ce potentiel effet leader. Donc là, je demande aux joueurs de faire attention, de ne pas jouer à la place des autres, d'essayer de laisser les gens faire leur tour et faire leurs erreurs. Voilà, mais en tout cas, l'effet leader existe. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Yo, mais... Oui, mais après, ça, je pense que l'effet leader apparaît dans tous les jeux coopératifs. J'ai pas encore vu un seul jeu coopératif, mis à part, comme tu dis, d'avoir chaque joueur des a un informations secret. cachées quand même. Ouais. Ah si, tu as plein de jeux qui comme ça. Par exemple, Battlestar Galactica avec le Cylon, Ouais. le phénomène du chevalier de la table ronde du félon. Ça, c'est un bon moyen de gommer l'effet leader. Enfin, j'en ai plein, moi, des exemples de gommage d'effet leader très réussis, quoi. Enfin, si, effectivement. Bon, ouais. mais c'est juste que là, en l'occurrence, Gloomhaven aussi. La manière dont il gomme l'effet leader est extraordinaire, avec des objectifs de classe cachés pour chaque joueur et tout, pour évoluer, pour machin. Enfin, c'est. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on n'enlève pas une partie du côté coopératif ? Peut-être. Mais en tout cas, moi, ce qui me fait peur, c'est de me retrouver dans une partie où il y a un joueur qui est expert. Autour de lui, il y a des débutants. Et en fait, le joueur expert, il dit tout, tu vois. Moi, je connais des tables où ça se passerait comme tu décris. Voilà. Où tu aurais la personne qui prendrait justement le lead et qui, du coup, jouerait pour tous les autres. Ou alors, dès qu'une personne essaie de dire « Bah non, mais pourquoi tu fais ça ? Fais plutôt ça. » Ouais. Et qui ne prendrait pas le côté pédagogique, qui ne prendrait pas le temps d'être suffisamment pédagogue pour expliquer « Voilà pourquoi il faudrait que tu... agit comme ça d'un point de vue pour optimiser, mais qui dirait bah non, fais plutôt ça, et puis j'ai pas le temps de t'expliquer, il faut qu'on trace. J'ai eu peur à un moment donné pour toi, Valentin, sur cette partie-là. Il n'y a pas des moments où tu t'es senti un petit peu comme ça, entre nous qui parlions et qui disions ouais, il faudrait faire ça, il faut faire ci. Ouais, après, je suis du genre à beaucoup subir sur les débuts de partie, mais j'ai pas ressenti de frustration en me disant Il joue à ma place. rien, ou il joue à ma place. Ouais. Moi, je faisais mes petits tricks de Zelda, là. J'allais tuer du mob. Et j'étais content là-dessus. Ouais. Non, j'ai pas D'accord. ressenti de frustration. Donc, Ouais. Bon, après, nous, on fait attention aussi, Johan. On se croit pas non plus au-dessus de la mêlée. On sait qu'on peut faire des erreurs grosses comme nous. Donc, surtout comme je l'ai expliqué tout à l'heure, moi, j'ai encore les souvenirs des anciennes parties qu'on avait faites à haut niveau. Ouais. Et là, quand tu reviens là, en fait, c'est tout facile. Oui, non, Tout et facile. au-delà du côté tout facile, t'as aussi très peu de points de vie et donc tu peux très vite te retrouver en carafe. Oui, c'est vrai. Mais bon, là, après, comme tu disais, Valentin, on a eu énormément de chance dans le loot. Quand on voit la quantité de potions par personne, c'est juste indécent. Donc, avant de perdre nos points de vie, faudra se lever tôt quand même. Bon, bah voilà, moi j'ai beaucoup hésité à le sortir ce jeu, j'avoue avoir vraiment hésité. Je me suis dit, est-ce qu'il vaut vraiment le coup ? Est-ce que machin ? Et puis, quand on a quand même playtesté la campagne avec Johan, on s'est dit, il y a quelque chose quand même d'intéressant dans ce jeu.
Maintenant, ça va être à vous, chers auditeurs, auditrices, de vous saisir de ce jeu et de voir et de nous faire vos retours, de voir ce que vous trouvez. Voilà, je pense il manque pas. Voilà, le défaut de l'effet leader, il est là, c'est clair, mais ça vaut le coup parce que ces règles sont simples et qu'il est assez efficace de le playtester quand même et de voir ce qu'on peut en faire. Ouais. Je pense. Et t'as un endroit, j'imagine, pour que les gens partagent leur scénario. Pour faire Alors profiter voilà, les autres vous joueurs. pouvez tout à fait partager vos scénarios sur le forum romaricbrillant.fr. Vous savez qu'il y a un forum sur romaricbrillant.fr sur lequel vous pouvez discuter de tous mes jeux, donc Sens Exalogie, le Val, Vademecum, Ex Nihilo. Et maintenant, donc, il y a d'ores et déjà d'ailleurs un forum qui s'appelle Donjons et Dominos, donc, sur lequel vous pouvez partager vos créations. Il y aura, je ne sais pas encore quand sera diffusé le podcast, mais il y a une page, un site internet sur lequel vous pouvez naviguer. Et quand vous aurez acheté le jeu, vous verrez que le scénario principal contient une énigme qui vous permet de débloquer une page supplémentaire. Je vous en dis pas plus. Vous découvrirez ça quand vous ferez la campagne. Mais en fait, dans la campagne, il y a un certain nombre d'indices qui sont laissés pour résoudre une grande énigme en fait, qui te joli. permet d'accéder à une fin et des personnages et plein de choses alternatives en fait. Donc voilà, ouais, mais faut découvrir l'énigme. Mais le code a été là, tu vois, sur tous les playtesters qui ont fait la campagne, il y en a déjà 2 qui ont trouvé la solution. Donc c'est pas non plus une énigme très difficile à résoudre. Ok. C'est pas comme dans Sens où les énigmes sont complètement pétées. Là c'est un peu plus simple pour aussi que les gens puissent accéder facilement à la page. Donc Bien sûr. voilà. Merci beaucoup Johan pour tes retours. Bah, merci à toi. J'espère qu'on aura l'occasion. On fera peut-être d'autres campagnes. En fait, je me rends compte que c'est un peu tôt. En fait, pour un premier podcast sur Donjons et Dominos, c'est un peu tôt pour débriefer ta propre campagne. Oui, non, Il faut attendre que les gens aient Exactement. d'abord joué au jeu et ensuite on débriefera ta campagne quand on l'aura terminée. Voilà, mais je pense que parce que là on rentrerait trop dans des spoils ou dans des choses, on spoilerait ta campagne, ce qui serait dommage. Ça pourrait être intéressant, mais C'est surtout que moi, la campagne, je l'ai écrit en fait, non pas au fur et à mesure où on faisait la campagne ensemble, mais après la campagne Voilà, c'est officielle. Donc à partir de là, moi, on va C'est dire, une suite, j'utilise en fait. des mécaniques Ouais. que l'on ne peut comprendre. Non, c'est pas Ouais. qu'on ne peut comprendre, Ils sont mais plus compliqués. qui ne prennent leur sens que quand on a fait la campagne officielle. Voilà, en fait. c'est ça. Ouais, exactement. Ouais. C'est- Puis c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. La campagne officielle, les mécaniques sont très Voilà. simples. L'évolution des problèmes, tu la comprends bien. Aussi parce que le niveau 1, tu as un problème. Au niveau 2, tu as le problème du niveau 1 plus un autre. Le niveau 3, tu as le problème du niveau 1, du niveau 2, plus un autre. Voilà. Tu vois. Alors que là, je trouve que sur ta campagne, la progression des problèmes, elle est différente encore. Ah ben, Ce qui est très intéressant pour un joueur expert. Mais pour quelqu'un qui débute, peut-être que c'est plus simple de commencer par la campagne officielle. C'est pour ça que on y reviendra. La question aussi, c'est est-ce que Valentin, tu vois, c'est plus facile pour Valentin de commencer par la campagne officielle ou par ta campagne? Je pense que dans les 2 cas, il apprend des choses différentes parce que c'est pas les mêmes puzzles à résoudre. Ouais. Mais je pense que pour des gens qui ne nous connaissent pas et qui n'ont pas fait la campagne avant, je reste convaincu que la campagne de la base est peut-être mieux pour commencer. complètement. C'est très certain. je te Elle suis sera à moins 200% compliquée. de ce Elle sera côté. moins compliquée. Et moins compliquée à maîtriser aussi. Ouais. Moins compliqué à maîtriser aussi. Donc voilà. Merci beaucoup Johan en tout cas de nous avoir fait jouer cette campagne. Moi, on a fait que commencer. Hein. Oui. Moi j'ai vraiment hâte de continuer. Ouais, pareil. Par contre là je suis fatigué donc on va s'arrêter là. Mais vraiment trop bien quoi. Trop bien. Moi je veux continuer cette histoire. Merci beaucoup Valentin d'avoir fait cette Merci à expérience. toi, merci à Johan aussi également. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et surtout jouez bien. Et- Salut.